System 1 loaded. Nous sommes les IT Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles. Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre les IA. Rejoignez-nous. Rejoignez la résistance et combattez à nos côtés. Suivez-nous et soyez prêts le moment venu. Il n'est pas trop tard. À bientôt pour la prochaine transmission. Eh bien le bonsoir. Salut Laurent, comment ça va? On ne t'entend pas pour l'instant, alors je sais pas. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, tu ne m'entends plus. Ah, tu ne m'entends plus. Pourtant, je n'ai rien changé. Et d'ailleurs, ok. Et d'ailleurs, les gens, je pense qu'ils ne t'entendaient pas et qu'ils ne t'entendent toujours pas. D'ailleurs, alors attendez, on va essayer de résoudre ça en direct live. Ouais, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Maintenant, vas-y voir, juste pour te voir. Un petit coucou. Ça va mieux. C'est nickel, ça fonctionne. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, bah, c'est ça de changer un peu trop son setup. Après, on s'en sort plus, on sait plus où on en est. Voilà. Bah alors, tu nous avais prévu, tu nous as proposé en impro un petit sujet intéressant pour ce soir qu'on n'a pas trop teasé, mais de quoi s'agit-il? Alors, tu es parti, il me semble, d'une news d'actualité qui t'a intéressé. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai lu une news sur Mastercard. Alors, je vais vous partager mon écran. Ouais. Alors, attends, par contre, j'ai un petit souci, c'est que je m'entends dans Twitch, mais je m'entends plus dans Jitly. Peut-être parce que tu as mis le son dans Twitch, justement. Ou tu l'as enlevé dans Twitch. Ouais, sauf que quand je coupe le son dans Twitch, je t'entends plus du tout. Ah. Ah oui. Ouais, ça devrait être mieux. Ah, voilà, c'est mieux. On va y arriver. C'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble, alors on cherche un peu. Alors je vais vous partager mon écran, comme ça ira plus vite parce que j'ai pris des notes. Ouais. Voilà. Alors j'étais parti sur un article que j'ai lu sur Mastercard où ils envisagent de mettre en place, alors je crois que c'est déjà démarré au Canada, il me semble, si je lis bien la news, si je me rappelle, ou aux États-Unis, ou de faire du paiement via en fait le visage directement, sans utiliser de carte bancaire, plus besoin de carte bancaire. Directement juste avec de la reconnaissance faciale ou empreinte faciale ou empreinte, il me semble, digitale, ouais, si je me souviens bien. Et en fait, la question que je me posais moi personnellement, c'est que j'ai lu un autre article à côté qui parlait de la sécurité de ces données justement biométriques, et la personne avait une approche assez spéciale auquel j'avais pas forcément pensé. C'est que sur un site qui héberge ton mot de passe, si ton mot de passe si le site est hacké, bah tu changes ton mot de passe et c'est réglé. Tu sécurises de nouveau ton accès. Par contre, quand le mot de passe c'est ton visage et qu'il est stocké chez un prestataire et que le prestataire se fait hacker. Effectivement. Et quelle est la... Alors, pas forcément dans ce cas-là, parce que je sais pas du tout comment fonctionne. Alors, j'ai vu que ça partait a priori sur une appli qui s'appellerait Payface. Donc, je n'ai pas plus d'infos que ça. A priori, pour moi, elle serait sur le téléphone. Mais du coup, ça ressemble plus à de l'Apple, du Face ID d'Apple, quoi. Tu mets devant et puis tu payes. Mais est-ce que la donnée est stockée sur ton téléphone ou est-ce que la donnée va être stockée sur un serveur quelque part, puisque eux à terme ils disent que le but c'était quand même de mettre de l'interopérabilité du système, donc du coup de permettre aux clients de payer dans différents commerces en ayant enregistré leurs données que sur un seul périphérique. Ouais. Et du coup les données doivent forcément transiter à un moment donné quelque part, il doit y avoir un système de transmission. Exactement. Et la question c'est, voilà, typiquement, alors j'y connais pas beaucoup en biométrie et en sécurité de ce côté-là. Mais la question c'était comment peuvent être sécurisées ces données-là, quoi. C'est une excellente question. Alors en plus, attends, on avait quelqu'un sur le Discord qui justement voulait parler de sécurité et je sais plus qui c'était qui avait. Je crois que c'était quand t'étais pas là, quelqu'un qui avait dit si vous voulez parler de cybersécurité un soir, n'hésitez pas. Ouais. Et ça aurait été peut-être la bonne personne qui aurait peut-être pu participer à cette discussion. C'est peut-être Romain, mais j'ai un doute. Je vais lui poser la question. Ouais, donc là, c'était la question, c'est ça, voilà. Il a pas l'air d'être je là. sais pas comment est stockée la donnée sur ce site, sur ce système-là, comment ils ont prévu le truc.
Mais je me posais la question de savoir effectivement si tu stockes tes données quelque part et que le système est hacké, ton visage tu peux pas le changer quoi. Bah ouais, c'est vrai que tu peux le changer. Tu vas chez un chirurgien Oui. esthétique. Effectivement, j'ai eu cette conversation au travail, on m'a sorti la même vanne. Bah c'est pas complètement une vanne, hein, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est pas très pratique quoi. Nous on utilise Windows Hello, enfin je pense que beaucoup de personnes utilisent Windows Hello au niveau de leur poste de travail, peut-être sur Windows 10. Et bah non, justement. Et je serais bien d'ailleurs intéressé que tu nous en parles un peu si comment ça fonctionne et comment Alors, ça se. Windows Hello, justement, nous on a eu beaucoup de problématiques au début pour le pousser dans l'entreprise, parce que les gens avaient peur de ce côté-là justement, de l'enregistrement de leur biométrie quelque part. Mhm. Donc on a dû faire une grosse explication technique pour leur expliquer qu'en fait que sur Windows Hello, la donnée est stockée sur ton PC au niveau de la puce TPM. Ouais. Donc ça part pas de ton PC. Et la façon la plus simple de le démontrer, bah, c'est que tu t'enregistres ton visage sur un PC et tu vas essayer de te connecter sur un autre. Ton visage il le connaît pas. Donc voilà. Donc, là on part du principe que c'est stocké sur la machine. Il n'y a pas de risque que ce soit volé. Puisque voilà, on vole ta machine et elle fonctionne pas si t'es pas devant quoi. Mais est-ce que du coup l'idée ce serait pas que la Mastercard contienne l'équivalent de la puce Ah, mais t'as plus de carte. Ouais, mais c'est ça. T'aurais plus de carte. En fait, t'arrives chez le commerçant. Alors, il parlait même de carrément avoir une webcam chez le commerçant. Même pas, t'as une appli. Hein. Ouais. T'arrives, t'as une webcam devant, tu souris, tu payes. D'accord, ouais, c'est. Et là, comment il fait pour vérifier que c'est toi? Faut bien que ce soit centralisé quelque part, ta biométrie. C'est ça, je suis assez d'accord. Et Donc, voilà. autant sur la, j'y connais pas grand chose tout comme toi. Par contre, j'ai vu quelques trucs intéressants, entre autres sur la partie lecteur d'empreintes digitales, sur comment ça fonctionne. Et il y avait une vidéo très bien là, il y a pas longtemps de la youtubeuse mince, son nom me revient plus là. Attends. Je retrouverai qui parlait du sujet justement et qui a essayé de voir s'il était possible de tromper un capteur d'empreinte et comment ça fonctionnait aussi derrière. Et c'était assez intéressant parce qu'au final ça relève en gros ça relève des points significatifs de l'empreinte, mais donc ça veut quand même dire que et je pense que ça doit être un peu pareil pour les visages, du coup clairement tu pourrais potentiellement tromper le système et donc je pense que le système, comme pour la biométrie ou comme pour les empreintes maintenant, il doit calculer un hash, je suppose. Il doit faire un sorte de MD5 ou un truc comme ça, peut-être un peu plus costaud. Mais ce hash, si t'arrives à le récupérer, qu'est-ce qui t'empêche de faire une attaque passe de hash par exemple ou, Ah bah ça de toute façon ouais clairement ouais, c'est mais même si Mastercard te dit on sauvegarde pas l'image, on sauvegarde un hash, mais qu'est-ce qui dit que si ce hash se fait voler, tu peux pas le passer et puis l'utiliser quoi? C'est une excellente question. Donc voilà, moi j'avais une question là-dessus. Donc après, s'il y a des spécialistes de la sécurité, de la cybersécurité qui sont avec nous et qui ont une idée. Et visiblement malheureusement il n'y en a pas pour le coup. Pas pour l'instant, peut-être plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à réagir alors à un moment ou à un autre. Après, on pourra lancer un sujet sur le Discord aussi, hein, c'est ça. Un peu plus ouvert et puis. Mais la question est très bonne et effectivement, je partage ton inquiétude sur le fait que au-delà du fait que effectivement il y a peut-être des techniques pour aider et il y a peut-être des façons de faire en sorte de la sécuriser, mais intrinsèquement le visage est une donnée qu'on ne pourra pas modifier. Oui. Au fond du fond. En tout cas, ouais, difficilement. Voilà, donc, ou difficilement, effectivement. Tout comme l'empreinte digitale, tout comme toute autre forme de vérification biométrique. Ouais. Et je pense que se baser exclusivement sur des infos biométriques, de biométrie, est une mauvaise idée dans l'absolu. Se baser exclusivement dessus. Après, et d'ailleurs, les banques, tu remarqueras que pour la plupart, elles font toujours une deuxième vérification en plus même quand tu actives tout ce qui est empreinte digitale ou autres moyens biométriques, ils ont tendance à faire une deuxième vérification par exemple l'envoi d'un code ou de te demander un code en plus quand même s'il est simple, mais ça rajoute quand même un petit quelque chose qui sur mon appli bancaire, moi, le Face ID, je me connecte direct. Hein. Je pose plus de questions. Oui, mais pour te connecter en visualisation, mais par exemple pour faire un virement, moi il me redemande. Oui. Je pense. Moi, il me demande une validation aussi, mais une validation Face ID par exemple.
Ouais, d'accord. Il me dit juste de me mettre devant le téléphone pour valider le virement, valider le paiement, ce genre de choses, quoi. Justement, pour valider le paiement, moi, il me demande l'empreinte plus le code. Ah ouais, non, moi j'ai juste. À ma banque, c'est juste Face ID, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, tu fais un paiement en ligne sur un site, le site te dit bah voilà, valider sur votre téléphone, tu te mets devant le téléphone, boum, valider le paiement. Ouais, alors ça dépend peut-être aussi du Ouais, peut-être du montant ou de il doit y avoir l'émetteur des- ouais. du site, parce que par exemple depuis peu j'expérimente à Auchan, ils ont des caisses Scan and Go. Où tu scannes avec ton smartphone et tu payes directement sur le smartphone et tu sors direct du magasin sans avoir passé par une seule caisse. Et bizarrement, quand je paye en scan depuis mon smartphone, du smartphone vers le smartphone, puisque finalement ça sort pas dans mon téléphone, et l'appli de la banque me demande de l'empreinte puis le code. Ouais, bon, ils veulent être sûrs qu'il soit payé. Et en plus le crypto arrière de la carte là, Oui, le code, c'est un peu bizarre qu'il y ait autant de sécurité, alors que par contre quand tu vas en sans contact à la caisse, bah il demande il rien. ne demande rien. À part si tu dépasses 20 ou 50 euros, je sais plus. 50 € maintenant toujours. Ouais, c'est 50. Ouais, ok. Voilà. Donc voilà, s'il y a des gens, on relancera ça sur le Discord, ou au pire on pourra peut-être réorganiser un truc avec la personne un peu plus spécialisée dans la sécurité. Ça pourrait être intéressant. Ouais, bah en tous les C'est cas. pas le domaine que je maîtrise personnellement, ça n'a jamais été un domaine qui m'intéressait non plus réellement. Donc là voilà, je suis tombé sur cette news, et j'ai vu cette approche et cette question où la personne disait oui mais si tu te fais voler ton visage, comment tu fais? Et ça m'a interpellé. Je dis effectivement, très bonne question. Et du coup, si on le prend sous un autre angle, c'est-à-dire toi, si on te propose cette solution-là, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça t'aurait intéressé avant de lire l'article? Moi je vais dire, moi je suis un early adapter, donc moi toutes les nouvelles techno, moi je signe tout de suite. Bah, tu vois. D'autant plus que je me pose pas trop la question de la sécurité, je fais assez confiance au système, quoi. Ouais, non, mais t'as À tort ou raison, mais. Bah, sur le principe, je te comprends, je suis un peu du même genre. Par contre, pour le coup, là, je pense que je me serais posé quand même des questions. Autant, tu vois, le smartphone avec le paiement NFC, c'est tangible, c'est quand même ton téléphone, quoi. Je veux dire, tu sais que tu peux y apporter une certaine sécurité. Bon, après, sur un Android, parce que sur un Apple, tu maîtrises pas grand-chose, c'est Apple qui maîtrise tout pour toi, de toute façon, donc tu décides pas de grand-chose. Mais ça n'empêche que d'une certaine manière t'as quand même encore un minimum la main sur le truc, alors que là t'as plus du tout aucune y a plus rien, quoi, y a plus de t'as rien, quoi, donc Oui, effectivement, ouais, mais c'est voilà, c'est vrai que comme dit, moi je suis assez technophile, donc je me poserai pas de questions. Et d'autant plus que je me suis jamais vraiment intéressé à la sécurité, quoi. C'est pas un domaine qui me. Et c'est pourtant c'est un domaine important et intéressant et utile en plus, de plus en plus utile. Ouais, bah oui. Bon, j'ai eu des gros débats déjà à l'époque sur le flicage des données sur internet, où je répondais à une personne en lui disant mais de toute façon j'ai rien à cacher, donc j'en ai rien à foutre qu'on regarde. Alors je suis Et d'accord. finalement il me disait mais quand t'es à la bibliothèque t'aimes pas qu'on lise au-dessus de ton épaule, quoi. Oui, c'est vrai. C'est la même idée, quoi. Ouais, mais t'as rien à cacher quand t'es à la bibliothèque, mais t'aimes pas qu'on lise par-dessus ton épaule, quoi. Mais alors, par contre, ils partent du postulat que quelqu'un lit au-dessus de tes épaules, Oui. ce qui n'est pas forcément le vrai, en fait. C'est ça le fond du truc, en Oui, fait. bon voilà. Donc j'en ai eu des discussions, mais c'est vrai que voilà, je suis pas spécialement sensible à la sécurité. Bah, on avait fait un live sur le sujet. Même si je devrais plus l'être de par mon métier, mais. Bah, c'est ça. Mais malgré tout, je partage ton avis et on avait eu le débat avec quelqu'un, je sais plus qui c'était, qui était venu en live. Et on avait eu un assez long débat où il essayait de nous sensibiliser sur le fait que avoir ces données, par exemple chez Google ou ailleurs, dans le même genre, c'est une mauvaise idée, surtout dans les données personnelles. Et enfin en tout cas c'était le sujet, et entre autres lui son argument principal c'était de dire que là aujourd'hui on est en France, on est dans un pays où a priori ça se passe quand même plutôt pas mal, mais on sait pas ce qu'il y aura demain, et potentiellement demain peut-être que ces données pourraient être utilisées contre toi.
Ouais, moi j'ai du mal avec cette approche de il faut pas donner ses données à Google, à Microsoft, à Facebook. Sinon tu fais plus rien quoi. T'as plus de carte bleue, t'as pas de téléphone, tu sors jamais de chez toi. Enfin, Alors il y a déjà pas ce de vie. problème-là, mais en Si plus, tu commences à te poser la question de savoir si tu dois donner tes données à Google, faut les donner à personne quoi. Donc, il y a une autre problématique peut-être plus pragmatique, c'est que c'est un peu le même problème qu'une partie des syndicalistes. Alors j'ai rien contre en soi le fait d'être syndicaliste, c'est pas le problème. C'est juste qu'ils ont tendance à, même quand quelque chose s'est pas produit, à dire ah, mais alors si on fait ça, maintenant on va avoir ça. Et en fait, bah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie quand même. ouais, bah c'est l'anticipation, c'est s'auto donner des réponses. Et surtout, mobiliser des gens sur des causes en rebondissant sur des choses qui pourraient se passer mais qui ne se produira pas forcément et qui n'est pas prévu que se produisent. Donc, Oui, ouais, clairement. donc ouais, c'est maintenant on n'est pas à l'abri, on est d'accord. Ça peut toujours se poser, ça peut toujours se passer. Mais ouais. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai que ces discours de faut pas donner ses données à Google, machin, j'ai un peu du mal à les entendre. Mais Sinon tu t'as plus de vie numérique quoi. par contre, Tu les donnes pas à Google, tu les donnes à personne quoi. alors ouais, tiens, il y a Hello qui réagit sur le chat et merci à toi d'ailleurs de réagir. On se sent un peu Ah moins oui, seul. tout à fait, elle a raison. Oui, bah oui, tout à fait. Mais alors après ça c'est entre guillemets c'est un mauvais argument dans le sens où si personne ne l'utilisait, bah il les aurait pas non plus. Donc voilà. Mais comme on peut pas Ouais, mais empêcher- voilà, typiquement, il y en a qui ouais, j'utilise pas Google parce qu'il y a la géolocalisation, ils savent où je suis. Enfin, dès que tu fais un paiement en ligne avec ta carte ou dès que tu fais un paiement à la banque ou en magasin, avec les cartes, on sait où tu es aussi. On peut te tracer avec ton téléphone, on peut te tracer avec enfin, je veux dire, c'est une fausse excuse, c'est une fausse bataille. Avec les caméras de surveillance, avec et puis même à la limite, ouais effectivement comme tu dis avec la carte, on sait que c'est ta carte à toi et on peut remonter à bah il y a 30. Si on sait où t'as fait un paiement, on sait où Voilà. t'étais. Hein. S'il y a 30 ou 40 ans, ils arrivaient quand même à localiser, à savoir que les gens ils étaient allés là ou là hein, et pourtant ils n'avaient Donc, pas les moyens voilà, d'aujourd'hui. je pense que c'est un faux combat de dire c'est les GAFAM, c'est les machins. Enfin, il n'y a pas que les GAFAM quoi. Des données, il y en a partout. Hein. Non, par contre, là où j'ai su. Eux, ils en ont beaucoup. Oui, c'est ça. Et là où je suis par contre en opposition avec pas mal de gens, c'est que pour le coup, autant pour les données perso, ça me dérange moins, autant pour les données pro, je suis un peu plus méfiant. Enfin, après tout dépend, bien sûr, quand tu es dans un organisme à but non lucratif, ça se discute autrement. Mais quand tu es dans une entreprise par exemple, et que potentiellement des problèmes de concurrence peuvent se produire, le fait de confier tes données à un organisme qui est une entreprise et qui pourrait avoir tout un tas d'intérêts et qui a tout à fait raison et pour son propre business qui pourrait s'en servir, bah, je suis là pour le coup beaucoup plus sceptique sur le danger. Ouais, j'ai vu passer des trucs sur Twitter. Alors, je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas trop m'avancer là-dedans, mais j'ai cru voir passer un échange entre Doctolib et certains utilisateurs qui disaient ouais, enfin Doctolib, société française, vous pourriez mettre vos données en France au lieu de les mettre chez Amazon. Donc voilà, il y avait des débats comme ça déjà, tu vois. Ça c'est encore un autre problème effectivement parce que là pour le coup c'est plus des données d'entreprise mais des données des données personnelles et des données de santé en plus. Mais ça reste un problème parce que en fait le fond du problème c'est que même une donnée que tu veux protéger de manière sincère et vraie quoi. Enfin je veux dire que sans mauvaise intention, mais à partir du moment où tu la centralises, il y a toujours un risque en fait. Enfin je vois pas comment. Ouais, puis c'est toujours pareil, ça dépend. Tu vois, comme je dis, nous on est chez Microsoft, ils ont des data centers en France. Mais la donnée elle transite par les États-Unis, il faut pas rêver. Enfin, même si elle est stockée en France. Oui, et puis même là le dossier numérique patient, enfin je sais plus si c'est son nouveau nom, mais je crois qu'il a changé de nom, mais bon bref, peu importe. L'ex-DMP qui maintenant est le nouveau dossier numérique de santé là. Certes, il est géré par des organismes d'État, hébergés sans doute en France. J'ai pas trop de doute là-dessus. Je pense bien qu'ils vont pas exploiter les données à des fins commerciales, ça j'ai pas trop de doute non plus. Mais la question, elle est quand même que si on a peur dans l'absolu que ces données puissent être utilisées contre soi, bah dans tous les cas le problème c'est que on peut difficilement, même ces organismes là peuvent difficilement faire en sorte que ça n'arrive jamais. Ils peuvent tout faire pour que ça n'arrive pas, mais ils peuvent pas le garantir. Et c'est là où clairement de temps en temps moi je dis bah j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gros qui ont les équipes et les technos pour sécuriser toutes ces données que peut-être un petit hébergeur dans son coin français qui a peut-être pas l'infra et les épaules pour
pour sécuriser autant son infra, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. J'ai plus tendance à faire confiance à Microsoft pour sécuriser les datas que. Alors, ils y accéderont eux, mais au moins peut-être quelqu'un d'autre n'y accédera pas. Que un petit hébergeur en France qui a peut-être pas les épaules et les équipes de Microsoft pour gérer tout ça, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais et dans tous les cas, après la question peut se poser de savoir s'il est pertinent que certaines données soient stockées ou pas. Par exemple, j'en sais rien, moi, ta liste d'amis, est-ce que c'est vraiment utile que Facebook la connaisse? D'une certaine manière, bah oui, sinon l'application fonctionnerait pas puisqu'elle est basée C'est pas sur là-dessus. les réseaux sociaux, hein. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, ça pourrait peut-être se faire sous d'autres formes, pourquoi pas. Ça aurait pu se faire sous d'autres formes, mais dans tous les cas, ils auraient pu revenir à la donnée d'origine de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, mais Et est-ce que ça rend... Et l'autre question dans l'autre sens, c'est est-ce que ça peut pas rendre des services? Et entre autres, est-ce que ça n'a pas permis de comprendre un certain nombre de choses jusqu'à maintenant, et est-ce que ça ne permettra pas peut-être de comprendre certaines choses? Alors, j'ai pas forcément d'exemple. Je sais pas si... Mais si, typiquement, si les questions bêtes, mais Facebook, s'il n'avait pas existé aujourd'hui, on se poserait peut-être pas la question de toutes ces données personnelles, quoi. Les gens seraient peut-être pas tout au courant de... Maintenant, quasiment tout le monde est un peu au courant, même si t'es pas technophile ou que tu suis pas la techno. Tout le monde est à peu près au courant de ces histoires de Facebook et des données personnelles. Et tout le monde a ce réflexe de se dire, quand même, sécuriser un minimum sa donnée, quoi. C'est rentré dans les mœurs peut-être grâce à Facebook. Bah ouais, Contre lui, mais grâce à lui, quoi. c'est ça. Maintenant, alors Facebook, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que justement, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas des aspects positifs au fait qu'ils aient des données et qu'ils puissent s'en servir. Mais je n'ai pas d'exemple malheureusement pour Facebook en tout cas. Mais par contre, il y a des cas où effectivement la donnée a été utilisée de manière entre guillemets intelligente, comme par exemple, c'est le dernier que je me souviens, c'est l'histoire sur World of Warcraft. Je sais pas si tu avais vu la vidéo que j'avais partagé, que qu'un youtubeur a fait. En fait, je savais pas parce que je joue pas à World of Warcraft, mais ils avaient introduit une maladie dans le jeu, un virus. Qui pouvait mais un virus pour ton avatar, quoi. Et quand t'étais infecté, tu pouvais infecter d'autres joueurs. Et le problème, c'est qu'ils se sont plantés dans le code du virus et entre guillemets, il était trop virulent. Et au point qu'ils ont dû arrêter les serveurs parce que il s'est diffusé de manière trop violente, trop rapide et trop... je crois que l'équivalent du R0 de ce virus, c'était... parce qu'ils l'ont calculé après par la suite, c'était 20, je crois. Oui. Voilà, et donc il y a eu des études derrière pour voir les stratégies qu'ont eu les joueurs face à ce virus, et ça leur a permis de comprendre comment les gens allaient réagir vis-à-vis d'un vrai virus. Et entre autres, il y a des gens qui ont d'office dit on fait un confinement, on organise un confinement de ceux qui ont le virus, on les exclut. Il y a eu plein de stratégies qui ont été utilisées et ça a permis de mieux comprendre la sociologie de la gestion des virus. Ça a fait étude sociologique quand même. Exactement, mais c'est très sérieux et ça a vraiment été utilisé. Et c'est des données utilisateurs. Alors certes, c'est des données de ça jeu. date de quand cette vidéo? C'est post-Covid ou pré-Covid? L'étude est pré-Covid et la vidéo est post-Covid. Ouais, donc ils ont balancé le virus avant que le Covid. Ah oui, c'était bien. Oui. Ouais. Oui, c'était Parce que sinon, ça aurait pu être un biais aussi. Les gens, forcément, ayant vécu le Covid, le confinement, ils peuvent avoir. Non, et un alors, certain biais. justement, ce qui était intéressant aussi, c'est que, alors je sais plus quelle chaîne YouTube c'était, mais enfin, en tous les cas, la personne a conclué aussi que oui, l'étude scientifique qui avait eu lieu derrière par rapport à cette sociologie de la gestion du virus avait trouvé certaines choses qui se sont vérifiées lors du Covid et qui ont permis de mieux comprendre le Covid, mais à contrario, il y a des choses qu'ils n'avaient pas prévues et qui ne se sont pas révélées être exactes. Et entre autres, une des différences majeures, c'est que certes dans le jeu tu pouvais mourir et perdre tout ce que tu avais, ce qui est quand même une grosse conséquence dans World of Warcraft. Quand t'es un gros joueur depuis des années et que t'es niveau 60 avec tous les artefacts qui vont bien. Voilà. Mais à contrario, c'est quand même pas tout à fait comme dans la vraie vie où ta vie réelle en dépend pour de vrai quand même. Ça reste un jeu. Donc il y a quand même une pression un petit peu différente. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour certains joueurs, ça s'est vu. C'est-à-dire que pour certains joueurs, ils ont joué le coup. Qui est peut-être dans la vraie vie, ils auraient pas joué. Ils auraient tenté le diable. Ils auraient peut-être pas eu ce comportement en tout cas.
Voilà. Donc ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, bah, elle est vraiment intéressante cette vidéo et puis même je savais pas qu'il y avait des jeux, j'avais jamais entendu un jeu qui avait déclenché un virus qui se comportait comme tel dans le jeu quoi. Je savais pas qu'il Ouais, c'est une drôle d'idée. C'est une drôle d'idée mais c'était je sais plus pourquoi ils l'ont fait hein. D'ailleurs, il y avait une raison je crois ou un objectif mais enfin bon peu importe c'est ouais. Voilà. Mais bon, on a pas mal, ouais. On a pas mal dérivé du sujet, mais ça n'empêche que je pense que posséder de la donnée peut amener à des choses intéressantes, et en particulier, je pense que le jour où on autorisera l'exploitation des données de santé, mais non nominatives évidemment, on pourra vachement avancer en termes de science. Parce que justement, ce qui manque à la science, c'est des données. De la donnée. Voilà. De la donnée, ouais. Et on le voit de plus en plus avec tout ce qu'il se fait, toutes les découvertes et toutes les avancées. Alors oui, bien sûr, Elodie, elle dit que oui, bien sûr, il y a déjà il y a déjà de la donnée qui est collectée, mais elle est collectée de manière faible par rapport à ce qu'elle ça pourrait devenir en fait. Et puis souvent de manière très partielle. Ouais, ça pourrait devenir une grosse source d'information pour des recherches scientifiques. Ben voilà, et ça l'est déjà en partie comme elle le dit, et elle a raison. Moi j'ai des exemples puisque nous on développe des logiciels entre autres pour là on a une appli qui est utilisée par des gynéco-obstétriciens et ils utilisent l'appli depuis une trentaine d'années, donc je sais pas combien ils ont vu de patients, mais enfin ils ont au moins 10 ou 20 000 dossiers, et ils s'en sont servis pour essayer de faire une étude. Alors je sais ils ont réussi il a publié une étude notre client parce que il a mesuré l'impact de la vitamine C, que je dise pas de bêtises, ouais, je crois que c'est assez, la vitamine C, sur le système immunitaire. En l'occurrence, sur principalement des femmes enceintes ou en situation proche de l'être, suivant le cas, parce que c'était pas. Mais en tout cas, dans du suivi de ce type-là, avec du coup des prises de sang avant, après, des posologies différentes, et entre autres, ce qui a été découvert et publié dans son truc, c'est que on avait tendance à recommander, jusqu'à il y a pas si longtemps encore, une administration annuelle une fois d'une grosse dose de vitamine C. C'est-à-dire que à l'hiver on te disait bah tu prends on t'injecte on t'injecte de la vitamine C, ça existe et tu peux aller chez ton médecin, et en fait c'est beaucoup plus efficace d'après leurs études de prendre des petites quantités de vitamine C, mais tous les jours, plus régulièrement, ouais. Tous les jours, mais des petites quantités, et vraiment très très petites en fait, et ça marche beaucoup mieux, et c'est très efficace, et entre autres ça protège, ça améliore la réponse du système en cas de Covid, entre autres. C'est pour ça qu'ils ont voulu le publier, puisque c'était au moment où ça collait avec un peu l'actualité, et voilà. Donc ils se sont interrogés sur ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est clairement des exemples de choses qu'on pourrait faire avec toutes ces données, quoi. Surtout qu'aujourd'hui la donnée de santé, enfin, on a tous des montres, on a tous des machins, on a. Enfin, c'est. Mais même au-delà de ça, même au-delà de ça, je veux dire, on a des patients et pour rassurer les gens, moi j'ai un autre exemple aussi qui peut peut-être rassurer aussi les gens, c'est que on a d'autres clients qui font de l'oncologie, donc qui traitent tout ce qui est cancer, et en fait je savais pas avant de mettre le doigt dedans, mais ils ont des demandes régulièrement de labos pour faire des études par rapport au traitement qu'ils utilisent, pour voir un peu si ça fonctionne, enfin comment ça fonctionne, mesurer l'impact, des études cliniques, quoi. Et pour faire ça, ils demandent un accès au dossier des patients, mais c'est assez strict, il y a une réglementation assez sévère, et on nous a demandé par exemple de faire des aménagements dans le logiciel pour que les gens responsables des études aient un accès limité aux données, qu'il n'ait par exemple pas le nom prénom des patients,
qu'ils aient pas tout un tas d'informations qui permettent de remonter sur anonymiser au maximum, quoi. Voilà, mais par contre qu'ils puissent consulter qu'est-ce qui a été administré, quelles étaient les conséquences, les analyses médicales qui correspondent, etc. pour vraiment pouvoir exploiter ces données et essayer d'en tirer des conclusions, mais scientifiques, parce que le but n'est pas de fliquer, quoi. Oui, bah c'est clairement un exemple c'est la masse de données qui fait que t'as de l'information derrière qui te permet de sortir des exemples de trucs qui fonctionnent ou pas, quoi. Et en plus, il me semble que oui, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, que c'est pour rassurer les gens, c'est que la réglementation, en tout cas pour ces études cliniques, nécessite que les patients soient informés qu'ils font partie d'une étude clinique. Ouais. Voilà, donc c'est assez encadré et le médecin est en courant et dit ce patient-là, oui, il est dans l'étude, et le chercheur en charge de l'étude clinique n'a accès qu'au dossier des patients qui sont suivis pour cette étude et qui ont autorisé l'étude. Donc voilà. Oui. Bon, après, c'est un minimum toujours, même si c'est anonymisé, de demander l'autorisation des patients, quoi. Voilà, et j'imagine que dans le lot, il y a souvent surtout en oncologie, je pense que c'est des fois des patients qui malheureusement n'ont pas survécu après l'étude, tu vois, parce oui, fort probablement. Ouais. Alors, bon, dans le lot, il y en a bien sûr heureusement qui s'en sont sortis, et c'est tout l'intérêt de ce genre d'études, c'est d'essayer d'améliorer, et la science a fait de gros progrès heureusement dans ce domaine, mais oui, c'est passionnant quand même de voir ce qu'on peut faire avec les données, et que donc on peut en avoir peur, mais ça peut aussi être une arme ou un outil très utile. Mais c'est toujours les données, c'est comme la technologie. C'est pas la technologie qui fait le mal, c'est comment on l'utilise. Exactement, mais c'est quand j'ai parlé d'armes, je me suis dit c'est exactement ça. C'est comme le nucléaire, ça peut devenir une arme, voilà. Et ça peut devenir quelque chose de plus positif. C'est en fonction de ce qu'on en fait, quoi. C'est ça. Ok. Bon, sur ce passage gay et philosophique. Tu voulais parler de PowerShell et de Bash encore. Écoute, pourquoi pas, vu qu'il est encore tôt, on peut aborder le sujet. Est-ce que tu connais bien, toi, Bash? Pas trop. Je l'ai utilisé à une époque. À mes débuts, j'ai travaillé dans une banque, forcément, qui utilisait plus des systèmes basés sur Linux, Unix. Donc j'ai fait du Bash. J'en ai fait. J'en fais plus depuis 16 ans, 15 ans. Donc je connais plus trop. Ouais, de toute façon, à ma connaissance, en tout cas pour Bash, ça n'a pas énormément bougé. Ça a bougé, mais ça n'a pas. Il n'y a pas eu de révolution, on va dire. Hein, j'ai utilisé ma pause repas avant d'arriver pour faire un petit tableau. Je vois ça. J'ai fait mes devoirs, vite fait, quand même. Ouais, mais d'abord, peut-être qu'une des questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'un shell déjà? Mais tu l'as. Bonne question. Tu l'as plus comment ou moins... tu définis un shell? Ouais. Comment toi tu le définis déjà, et après comment moi je le définis peut-être? Non, moi je me suis jamais vraiment posé la question. En fait, tu me poses une colle parce que pour moi un shell c'est un environnement avec un interpréteur de langage qui permet de passer des commandes au système directement. Mais voilà, un truc comme ça. Je me suis jamais vraiment posé la question. En fait, tu as même noté la définition, je la vois en bas, qui dit. Oui, c'est possible, je l'ai copié, c'est copié-collé d'un site. Hein. Voilà, qui disent que c'est des interpréteurs de commandes, et, voilà, c'est ça, ouais. et aussi plus ou moins des langages, on va dire des langages de programmation. Ça te fera plaisir, n'est-ce pas? Non. Parce que Bash n'est pas un langage de programmation. Bash est un langage de scripting. Ah, comme ça, Bash direct ici. Bash, moi je suis comme ça. Non, mais c'est pas tout à... Enfin, ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce que... après, tout dépend... je me doutais que tu serais pas d'accord. Tout dépend ce qu'on appelle déjà un langage de programmation. Il faudrait déjà commencer par définir ça, avant de... Moi, je pars du principe que à partir du moment où le langage sait faire de l'objet, c'est un langage de programmation. Ah bah non, parce que dans ce cas, t'enlèves plein de langages qui sont pourtant des langages de programmation et qui sont pas objets. Ouais.
C'est des vrais langages de programmation. Ah oui, bah oui, Vas-y. des vrais langages de programmation. Alors j'allais peut-être dire une connerie parce que je pense que COBOL c'est pas le cas parce qu'il me semble bien que ça soit objet justement. Mais des. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient pas objets. Hein. Ah si, il y en a énormément qui sont pas objets. En fait, t'as des systèmes, t'as des langages de programmation qui sont événementiels, donc qui sont procédurales, donc qui sont objets. Il y a tout un tas de variétés de langages de programmation. Alors de nos jours, on est d'accord que la mode est à l'objet et non seulement c'est une mode, mais en plus c'est une bonne mode parce que dans... De nos jours. Moi j'ai une formation d'analyse programmeur qui a 20 ans et on faisait déjà de l'objet. Hein. Bah pareil, 20 ans aussi et on faisait déjà de l'objet, je suis d'accord avec toi. Mais il y a 40 ans, on faisait pas de l'objet et pourtant il y avait des langages de programmation. Par exemple, assembleur, voilà, allez, assembleur. Ouais, bon. C'est un vrai langage de programmation et il y a pourtant pas d'objet. C++, c'est un vrai... c'est plus tout court. Attention, C'est tout il y a court. j'allais dire, parce que c'est plus, il y a de l'objet. Oui, hein, voilà, alors c'est tout court, est un vrai langage de programmation. mais qui et- n'existe plus. Mais ça existe bien sûr, encore bien entendu que ça existe. Alors j'ai pas dit que c'était très utilisé, j'ai dit que ça existe, c'est pas pareil. Des gens qui programment en assembleur, je voudrais bien en voir quelques-uns. Bah ouais, c'est clair que c'est rare, mais ça existe. La dernière fois que j'ai programmé en assembleur, c'était pendant mes études. Hein. Pareil, ou avant même plutôt moi en l'occurrence. Donc, ouais, non, mais voilà, en gros, l'idée quoi. C'est, bah là, de toute façon, ils le disent bien. Hein, c'est que, en fait, la différence, c'est que Bash traite de tout comme du texte brut. C'est ce qu'ils nous mettent là. Hein. Alors, j'ai récupéré ça d'un site. Hein, moi, j'ai pas. Oui, Alors, tu parlais de la donnée. Tu vois, pas typiquement, moi, j'utilise un truc de prise de notes sur mon NAS Synology. ah oui, Ma donnée est chez moi. c'est pas con, il a l'air bien, il faut que je me l'installe, tiens, Note Et Station. c'est l'outil de Sino. Hein, Ouais, Notes, hein, ouais, tu- j'ai jamais utilisé, mais ils ont plein de super outils, je suis d'accord. Bah, moi, j'utilise tout sur mon Sino, ma messagerie et tout maintenant. Hein, c'est. Ah, Voilà. bah, tu t'es dégoogleifié alors. Ben, j'avais pas trop le choix parce que j'avais pour parenthèse, j'avais un compte Google Enterprise là de l'époque en mode bêta qui était gratuit avec 10 mails, t'avais le droit à 10 adresses mail avec ton domaine et tout. Et Ouais. là, ils ont décidé de tout virer et de le passer en payant. D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai- c'est ce que tu disais, je crois. J'ai pas le choix, donc du coup, j'ai tout basculé sur mon NAS. Voilà. Bah alors, Parenthèse fermée. en tout cas, Bash, on peut faire par exemple des procédures. C'est pour ça que pour moi, ça reste un langage de programmation. On peut faire des structures de tests, des boucles, ce genre de choses. Donc c'est quand même plus que c'est pas juste du scripting. Ouais, mais voilà. Perso, je le considère pas comme un langage de programmation, de vrai langage de programmation. Quoi. Parce que à ce compte-là, certains vont te dire, mais peut-être qu'on peut le faire. Qu'en PowerShell, tu peux peut-être pas gérer des process. Donc créer des processus qui tourneraient, des threads qui tourneraient les uns à côté des autres et qui communiqueraient entre eux par exemple. Tu peux le faire. Bon, ça m'étonne pas parce que j'allais te dire que je pense qu'en Bash c'est faisable aussi. Alors j'ai pas dit que c'était simple mais ça doit être faisable. Ouais. Non, mais en Bash, ouais, moi je l'avais fait. Oui, non, en PowerShell c'est faisable. Alors attends, un langage qui permet de faire de l'algorithmie même sans orientation objet est un langage de programmation. Ah, tu vois, et c'est Elodie Léo qui l'a dit, donc c'est vrai. Ouais, si elle mais- le dit, c'est que c'est vrai. Vous êtes tous contre moi. Non, ça veut pas dire que Bash est forcément meilleur, et c'est là où je suis intéressé par ta connaissance. Moi j'ai découvert PowerShell assez récemment, et il y a des choses que je trouve très intéressantes et que j'ignorais qu'ils avaient eu cette approche-là, et entre autres effectivement le fait que tout est objet et qui change pas mal de choses effectivement. Ça apporte pas mal de possibilités. Enfin, ça simplifie pas mal de choses en fait. Oui, puis t'as tout. Et puis dans PowerShell, t'as toutes les trucs de programmation que t'as dans un langage classique comme du C# aujourd'hui ou machin. T'as des classes, tu peux créer des classes en PowerShell. Des classes avec des méthodes, des propriétés, de la surcharge, du machin. Donc t'as vraiment toutes ces notions que tu retrouves et que t'as pas dans les langages comme le Bash, quoi. Oui, alors oui, effectivement. Bon, fatalement, vu que par définition, vu qu'il n'y a pas ça gère pas l'objet, Eh oui. fatalement, Donc, pour moi, c'est ce que, comme il le dit là, c'est ça. Du coup, ça limite un peu la portée du langage. Avec Bash, tu fais pas autant de choses que tu pourrais faire avec PowerShell, quoi, par exemple. Alors, c'est là Et aussi loin. où je suis pas d'accord, c'est que tu fais pas, tu peux faire pour moi exactement la même chose. Par contre, tu vas te faire vachement plus chier. Ouais, bon. Je suis. Bah, non, enfin, oui.
Oui, forcément, si tu veux faire un truc que tu as fait en PowerShell avec des classes et tu veux le faire en script bash, effectivement, tu vas te faire chier. Bah, je te dis un exemple tout court. Hein. Ce que je trouve assez rigolo et puissant en PowerShell, c'est que par exemple, il y a beaucoup de commandes pour récupérer des objets. Par exemple, mettons la liste des utilisateurs. Et la liste des utilisateurs, il va te filer le nom, prénom, le login et un certain nombre d'informations par défaut. Et donc, si tu veux juste extraire de ça la liste des logins par exemple, c'est assez simple parce que tu as une commande qui permet de manipuler l'objet pour ne récupérer qu'un attribut de cet objet. Tout à fait. Alors tu peux faire la même chose en bash, pardon. Tu pourrais faire la même chose si t'avais avec la même commande, quoi, qui sortirait les mêmes résultats, mais tu vas te faire vachement plus chier parce que tu vas devoir analyser ligne par ligne. Et c'est faisable. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué. Tu parles de ça, typiquement. Voilà un exemple d'un module qui vient de sortir. Je crois qu'il est en General Availability depuis quelques jours là. Crescendo, très bon module PowerShell qui a été fait par je sais plus qui aux États-Unis. C'est un module qui te permet de générer un wrapper qui te permet de formater la sortie d'une commande classique de ton shell, mais en objet. Je m'explique. Tu fais un IP config sur ta machine. C'est du texte. Tu peux pas le manipuler. Tu peux pas faire ce que tu viens de dire justement. Oui. Si tu peux, mais c'est chiant. Tu peux, mais il faut faire de la recherche textuelle. Ouais, voilà. Ou savoir que à la deuxième ligne, à la troisième caractère, t'as le truc. Ah, c'est un peu loin à démarrer, parce que j'ai des trucs dans mon profil. Hein. Ça rigole pas. Il est même carrément très très long. Hein. Non, mais là, je sais pas ce qu'il fait. À mon avis, il doit chercher un truc. Donc, typiquement, ipconfig qui te renvoie un format texte. Crescendo te permet de le générer en fait en objet. Tu utilises MyPosh. Tout à fait. Pareil. Et, ça permet de générer un objet derrière et cet objet devient manipulable. Et c'est quoi ton ipconfig qui est une commande native Windows et qui te renvoie que du texte, tu peux avec Crescendo en créer un module. Il faut créer un module, ça s'appellera peut-être getMyIP par exemple. Et ce module-là te renverra un objet et tu pourras faire un getMyIP pipe select IPv4. Ouais, mais et avoir que l'IPv4. Mais quel est l'intérêt, sachant que j'ai pas cherché les commandes de PowerShell, mais je suis à peu près sûr que ça existe la même chose en natif PowerShell entre guillemets, de récupérer l'IP par exemple. Enfin, l'IP c'est peut-être un mauvais exemple. Oui, mais ça peut aller sur des trucs beaucoup plus compliqués pour VMware, pour Kubernetes, pour machin. Voilà, des trucs qui renvoient pas forcément des infos que PowerShell peut traiter. Là, tu appelles ton. Alors je sais plus combien sur l'exécutable sur Kubernetes, je sais plus comment il s'appelle, kubectl je crois ou un truc comme ça. Ouais, ça serait pas illogique. Tu l'exécutes, il te renvoie quelque chose et derrière tu peux le wrapper en un objet qui devient du coup manipulable en PowerShell quoi. Et du coup tu peux l'intégrer dans un script pour automatiser des tâches. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Les fameux modules commandlet qu'on parle, c'est que toi-même tu peux développer derrière et rajouter des fonctionnalités à PowerShell qui permettent d'étendre son scope et les choses que tu peux faire avec quoi. D'accord. Et dans ton Oh My Posh là, qu'est-ce que t'affiches de beau, parce que c'est pas du tout le affichage standard. Alors il y a le dossier. Mon dossier, la durée d'exécution. Le durée d'exécution, si elle s'est bien passée ou pas. Donc ça devient rouge si j'ai une erreur. Le shell que j'utilise. Parce que t'en utilises d'autres. Batterie. Pardon ? T'en utilises d'autres que PowerShell ? Déjà t'as PowerShell et Windows PowerShell. Donc déjà, il y a la différence. Et ça a un intérêt d'utiliser Windows PowerShell quand tu utilises PowerShell ? C'est pas la même chose. Windows PowerShell, c'est la version qui a vécu jusqu'à la version 5.1 aujourd'hui. Ouais. Et comment ça c'est pas la même chose? Parce que justement moi j'ai fait pour l'instant plus de Windows PowerShell, puisque ce Windows Server c'est celui qui est installé par défaut. Oui, par défaut t'as PowerShell. En fait la différence entre PowerShell et Windows PowerShell c'est ce qu'ils appellent la version Core. Et c'est celle qui est cross-platform. Donc cette version là peut fonctionner aussi bien sur Linux, Mac que sur Windows. Et c'était ma deuxième question, du coup c'est on peut faire du PowerShell sous Linux alors? Tu peux aller sur une Debian, tu peux faire PWSH et tu fais du PowerShell. Ah ouais. Voilà. Et t'as les mêmes.
C'est les mêmes commandes, enfin certaines commandes existent en... Tout à fait. Ok, Alors les modules doivent être portés. Hein. ouais, bien sûr. Forcément, ils tournent sur Linux, donc ils sont pas tous disponibles aujourd'hui, mais c'est en cours de développement. Mais c'est un des avantages de PowerShell, c'est que si le module existe dans les deux environnements, bah ton script que tu crées ici, tu le relances de l'autre côté, il fonctionne quoi. Bah oui. Bah, après, on pourrait. Alors oui, parce que c'était un des points que je voulais te demander parce que j'ai pas eu le temps de chercher et j'ai volontairement fait exprès de pas chercher avant le live, mais je me suis posé la question quand même si ça pouvait marcher sous autre chose que sous Windows. Et à contrario, si des gens se posent la question, oui, Bash peut fonctionner également sous Windows. Et d'ailleurs, quand on installe Git par défaut, on a Git Bash. Oui, mais ça s'installe avec Git quoi. Oui, ou avec Cygwin ou avec autre. Il existe d'autres possibilités, mais Alors, non. Pour avoir installé Cygwin sur Windows à l'époque, faut utiliser du Bash, et pour avoir installé PowerShell sur la Debian là, en 2 minutes avant de prendre le live, je peux dire que c'est plus rapide de le faire d'installer PowerShell sur le Bash. Hein. Ah ouais, il faudra que sous j'essaye. Linux. Sur Debian, j'imagine tu fais juste un apt-get install Il PowerShell. faut rajouter les sources, Ah et ouais, puis après ok. tu fais un apt-get install quoi. Ouais. Voilà, ça prend 2 minutes. Hein. Ouais. Installer Cygwin et le configurer pour que ça marche sur ton poste en Windows, c'est un peu plus compliqué. Et... Maintenant, effectivement, la question se pose plus puisque tu as WSL sur Windows. Oui. Et du coup, j'imagine Donc, que le module dont tu parlais prend tout son sens sous Linux justement, puisque. Tout à fait. Là, tu as plutôt des commandes que tu peux wrapper justement pour en faire des objets en sortie et les manipuler. Quoi. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Je vais vraiment m'intéresser de plus près à cette histoire parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors après, moi je découvre vraiment, hein, pour l'instant, je me suis arrêté à des trucs extrêmement basiques comme essayer d'obtenir la liste des groupes, par exemple, d'un utilisateur, ce qui est quand même pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Hein. Ça se fait en une seule ligne, donc ça va, c'est pas compliqué, mais ouais, c'est plutôt des trucs simples. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien vers le Discord du French, enfin, le Discord PowerShell. PowerShell, donc il y a tout dessus, hein, c'est international, c'est américain à la base, hein, c'est les Américains qui l'ont fait, et il y a une section French dedans qui permet de discuter avec des gens spécialisés dans le PowerShell, mais en français. Quoi. C'est ça, et en français, c'est important. Donc, après, la plupart des gens qui sont sur ce forum-là sont membres du French PowerShell User Group. Hein. Donc, ouais, d'accord. c'est du level. Hein. Et est-ce que tu peux nous faire rêver un peu avec des choses en PowerShell qui sont intéressantes à montrer si tu en as sous la main, hein, des choses plus ou moins simples ou plus ou moins compliquées, mais alors des choses qui sont assez marrantes. Alors juste comme ça, hein, pour faire vite fait, hein, c'est pour montrer juste l'avantage de WSL sur Linux. WSL, mais t'as installé PowerShell là, pas WSL. Oui, mais je suis sur Linux. Oui. Et la chose qu'on peut faire, par exemple, c'est appeler VS Code, qui est installé sur ma machine Windows, à partir de Linux pour éditer un script PowerShell qui se trouve sur Linux. Oui, d'accord. Bah ça, oui, on peut faire la même chose. Ça fait du remote management, voilà, c'est juste une petite déjà. Mais on peut le faire dans l'autre sens avec VS Code directement, se connecter à Linux. Oui, bah c'est le même module, c'est le remote development en fait. Hein. D'accord, mais je savais pas qu'on pouvait l'appeler dans ce sens-là. Ok, du coup, bah, en fait, tu peux appeler les exés qui sont sur Windows à partir de Linux, quoi. Ok, intéressant. Donc voilà, tu peux faire un code insider, ça va te l'ouvrir le code et puis alors insider parce que je suis en mode insider, mais sinon c'est code normal. Hein. Alors après, je peux essayer de prendre un script que j'ai peut-être. Ouais, c'est plus intéressant avec un script que tu connais du coup, parce que si c'est un exemple juste que tu as vu tourner, c'est peut-être un peu moins intéressant. Alors il faut que je retrouve un truc que je peux ouvrir parce que forcément c'est. Ouais, il y a des choses qui sont un peu pas montrables à cette heure-ci. Ben, en général c'est plutôt des scripts professionnels. Bien donc, sûr, non mais je disais ça pour rire. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de secret. Si vous avez des questions d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Alors en même temps je dis ça, mais je regardais pas le chat. Hop, j'ai un petit script là. On a une GED chez nous. Alors, il y a Hello qui dit que le type de module écrit par Laurent existe également pour Bash. Alors, je pense qu'elle parle de Crescendo, je suppose. Bah, ça m'intéresse si tu peux nous en dire un peu plus, Hello, et éventuellement nous donner le nom de ce dont tu parles. Et parce que à ma connaissance, faire de l'objet sur Bash. Je connais pas. Hein. En gros, si tu veux faire de l'objet sur Bash, il faut utiliser autre chose que Bash, quoi. Vaut mieux utiliser alors ZSH. Python. Je crois pas que ça soit en objet, il me semble pas. Python. Ouais, par exemple.
Un vrai langage de programmation. Ouais, enfin Python c'est quand même très. Moi je trouve pas ça très agréable à écrire quand même. Hein. Je sais pas, je viens de m'y mettre. On a un alternant chez nous qui s'est mis au Python, alors du coup je le fais avec lui parce qu'il me pose des questions. Ouais, Et voilà, je découvre. ouais c'est pas mal, hein, mais je trouve que c'est plus lisible et plus agréable de le PowerShell, tu vois, par exemple. Voilà, donc là j'ai une petite fonction. Donc on a une GED, hein, chez nous au boulot. Et ben, régulièrement on me demande de créer des groupes dans la D qui donnent des droits d'accès à différentes bannettes dans cette GED. Ouais. Il y a un lien entre la GED et la D. Donc Ouais. moi tout ce que j'ai à faire c'est créer des groupes. Et j'en avais marre de le faire à la main. Ouais. Donc bah, j'ai tout simplement fait une fonction. Une fonction qui prend en paramètre soit un groupe name, hein, si je veux créer qu'un groupe, soit j'ai un deuxième jeu de paramètres qui est par un fichier. Donc je peux lui ficher un fichier Excel avec la liste des groupes, il va prendre chaque ligne et il va créer le groupe qui va bien avec. Ah d'accord, ouais, ok. Donc et c'est ce qu'on appelle typiquement en PowerShell le paramètre set name. Je lui dis soit je veux que ce soit un groupe name, soit je veux que ce soit un fichier. Tu vois, le paramètre set name c'est by file. Ouais. Donc et tu peux pas passer les deux types de paramètres en même temps. Donc je peux pas lui passer un group name et un fichier en même temps, c'est exclusif l'un et l'autre. Ouais. Donc, tu dis la même fonction peut prendre plusieurs points en entrée. Alors ça justement, je me suis amusé à tester un peu la gestion des paramètres et justement je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on aurait fait en bash. C'est hyper simple de faire un truc assez chiadé en 2 temps 3 mouvements quoi. Alors, J'en ai attends, un si tu veux aussi que je peux montrer qui est tout basique mais qui est intéressant dans le même genre. Faut juste que je me connecte à la bonne machine. 123, 20, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Je vais vous montrer avec mon DevTools. Normalement, je dois avoir un article sur la validation des paramètres et tout ce qui est paramètres. Validation des paramètres dans une fonction PowerShell. Bah, voilà, parfait. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Voilà. On peut valider que le paramètre il doit avoir une taille comprise entre 1 et 13 caractères. Pour le nom d'un computer par exemple. On peut valider que le nom du computer doit être ni nul ni vide et qu'il doit faire 1 et 13 caractères. Enfin, voilà, on peut vraiment faire des choses très poussées quand même. Ouais, et puis même au-delà de ça, on peut faire des trucs au plus simple aussi, comme par exemple, enfin c'est ce que tu montrais avant, mais dans un exemple, parce que là tu avais montré une fonction, ce qui est quand même un peu tout de suite déjà pas du haut niveau, mais c'est pas non plus. Bah, c'est du développement quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le. Créer une fonction en bash sous Linux, c'est plus compliqué quoi. Ouais, créer la fonction en elle-même c'est pas très compliqué, c'est utiliser les arguments et les retours où c'est pas que c'est compliqué d'ailleurs, c'est assez simple, mais c'est juste une logique assez particulière quand même. Alors, c'est pas. Voilà, là c'est un exemple, voilà par ce qu'ils appellent les paramètres set name, donc qui permettent de passer 2 types de paramètres différents pour la même fonction. Donc là, alors on va faire du partageception. Je vais partager ton écran qui va partager ton écran qui va partager ton écran. Non. Inception. Normalement, là, vous devriez. Non, on voit la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai partagé la fenêtre. On voit ton notepad, attention. Ouais, c'est ça. C'était le notepad que je voulais justement. Ah ben, enfin moi je le voyais sur Jitsi, mais je le voyais pas forcément sur. Sur le live, mais parce qu'en fait, j'ai ta vue en première. C'est pour ça. Ah oui, c'est le temps que ça retransmette pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai mis. J'avais ta vue en vue principale. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Donc là, moi je le vois sur Jitsi. Maintenant, on le voit sur le live aussi. Voilà. Et donc là, j'ai fait un truc hyper basique qui, pour créer un utilisateur, je demande, il faut fournir le nom, faut fournir le login, et ça va générer, ça va créer l'utilisateur qui va bien, son dossier et son partage réseau. Un mot de passe par défaut. Voilà. Bien. Voilà, mais bon, après le mot de passe par défaut il est pourri et il faudrait faire une génération de mots de passe, mais c'était juste pour tester, sachant que on peut aussi bien sûr le demander à l'utilisateur de le saisir, c'est une autre façon de le faire, et c'est pour ça que je me demandais si il était possible aussi de lui demander de manière graphique, ou par exemple de lui proposer un choix par exemple pour la liste des groupes, au lieu d'être obligé de saisir le groupe. Est-ce qu'on peut lui proposer? Je crois qu'il y avait un truc quelque chose. Je sais plus comment ça marche, mais oui, tu peux faire des inputs un peu à la genre input texte, tu sais, que tu fais dans. Ouais, en mode select, enfin quand je dis select avec une liste défilante que tu peux cliquer. Tu peux faire une sorte de select avec un while 0 par exemple, avec une boucle, tant qu'il n'a pas saisi au moins un des caractères
le choix 1, 2 ou 3, 4, bah tu boucles quoi. Ah Tu ouais, restes sur ouais, mais ça j'avais regardé un peu effectivement, c'est du classique, mais j'espérais moi plutôt un truc du genre tu lui fournis un tableau d'objets et à partir de là tu peux faire un menu où tu peux bouger avec les flèches au bas et faire entrer pour valider, tu vois. Je peux pas me connecter parce que je suis pas en VPN. Non, j'en avais un exemple justement de menu parce que j'en utilise un dans justement une fonction de création de compte. Ouais. Dans ton exemple là, un truc que j'ai poussé un peu plus au bout, puisque ça crée le compte, ça crée la licence Office 365, ça crée la boîte mail Office 365, ça migre la boîte mail. À l'époque il fallait migrer, maintenant il n'y a plus besoin. Voilà, donc j'ai un process j'avais un script qui le faisait, mais D'accord, ouais, mais tu l'as je pas peux sous plus le la... fichier parce que je suis pas connecté au boulot. Ouais, non, mais bien sûr, pas de souci, pas de souci. Donc voilà, il va lancer ça. Je peux pas me connecter de toute façon. Attends, Donc voilà clairement un exemple de script. Et c'est là où bah tu vois par exemple tu disais bah création de groupe AD, voilà, bah créer un groupe dans l'AD. Ouais, et puis on peut faire des for each, on peut faire du catch. En fait, ça ressemble vachement à du Java en fait, hein, sur pas mal d'aspects. Ça ressemble à du Java, ça ressemble à du C++, ça ressemble à du C#. Ouais. Ça ressemble à un langage de développement quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître Tous les langages de développement, alors je veux pas dire trop de bêtises, mais tous les langages de développement aujourd'hui sont un peu découlés du C++ dans l'idée. Donc tu retrouves à peu près chaque fois les mêmes. Alors tous les langages, ça m'étonnerait. Entre autres Python, j'ai l'impression qu'il partage pas grand chose avec C++ par exemple. J'avais vu une infographie une fois sur l'historique des langages. Et... Bah, déjà parce que il y a une différence extrêmement majeure entre d'ailleurs du PowerShell et il y a plus de similitudes finalement entre Python et PowerShell que entre C et Python à mon avis. Hein. J'avais vu une infographie où tu voyais où ils mettaient un arbre avec les langages de qui découlait qui, de qui était le père de qui, machin. Bah, et je le retrouve plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas, voilà, quelqu'un qui fait du développement ou qui a déjà fait du C, C++, Java, try, catch, if, for each, tout ça, il connaît quoi. Alors déjà, il y a un truc qui est le même d'ailleurs en Bash et en PowerShell, c'est que les variables sont non typées. C'est-à-dire elles sont non typées par défaut. Enfin, elles sont non déclarées, plus exactement. Oui. Oui. Ce qui veut pas dire qu'elles ont pas un type derrière, mais en tout cas, comme elles sont non déclarées. Tu peux passer ton script PowerShell avec une petite commande que tu mets au début et tu le passes en mode strict, je sais plus combien. Et là, par contre, il faut tout déclarer quoi. Il faut faire des sets variables, machin, avec le type et tout. Tu peux pas utiliser une variable avant qu'elle soit déclarée, machin. Voilà. Mais tu peux passer en mode strict. Si c'est vraiment un vrai langage de programmation ton truc, est-ce qu'il y a un débugger? Il y a un débugger il y a jamais un débugger dans le langage, il y a un débugger dans l'IDE que tu utilises. Non, parce que, enfin, oui et non. L'interface de débugger, oui, mais le fait de pouvoir faire des points d'arrêt, etc., c'est quand même géré pas par le langage, mais soit par le compilateur quand c'est un compilateur, soit par le. Ah putain, mais je suis fatigué ce soir, je retrouve plus mes commandes. T'as un truc qui s'appelle set breakpoint où tu peux faire des breakpoints. Ok. Mais ça existe, hein, effectivement, tu peux le faire. Alors moi j'utilise VS Code, donc du coup tu peux. Tu peux le faire en graphique, tu cliques sur le côté, j'imagine. Voilà, t'as ton debug hein, qui est là, tu peux coller ton petit. Voilà, comme ça, et puis tu fais run, et puis ça te. Mais tu peux faire des debugs aussi. Ouais, parce que bon, pour ceux qui ont commencé la programmation il y a peu longtemps et en particulier avec le PHP où c'est assez compliqué de faire en standard de faire du debug. Après entre nous le debug de base quand tu fais du développement, bah c'est ça. Hein. C'est write verbose, write warning, write error. C'est pour moi c'est des mauvaises pratiques. Enfin c'est bien de le faire à titre de trace, mais c'est pas du debug. Oui, mais ça te permet de voir les valeurs d'une variable ou de choses comme ça pendant que tu fais rouler ton test. Ouais, voilà, mais dans l'idéal. Non, moi je le mets toujours. Partout, je fais toujours vraiment. C'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire parce que, typiquement, quand tu lances ta fonction là, tu vas l'appeler new jet group, tu vas lui passer un nom de machine, tu fais un -verbose derrière. Et il t'affiche tous ces messages là à chaque fois. Disons que je suis là où je suis. Savoir où tu es dans ta boucle surtout.
Bah ouais, et puis surtout là où c'est intéressant, c'est quand tu lances des opérations qui tournent pendant un certain temps et que tu peux pas et que tu veux voir si quelque chose s'est mal passé, repérer ce qui s'est mal passé, t'as une chance de pouvoir le retrouver grâce à ce genre de choses, alors que tu vas pas évidemment garder un truc en debug en permanence, ça c'est clair. Donc là voilà, j'utilise principalement le write verbose, j'utilise très peu le write debug, et j'utilise aussi le write warning qui a écrit ça sur un... Il y a un qui c'est en mode informatif et l'autre c'est juste en mode juste verbose quoi. Donc c'est pas, ça s'affiche pas à l'écran de la même façon quoi. Okay. Donc voilà, typiquement ça c'est un truc assez simple qui prend ma liste des groupes, qui crée un groupe dans la bonne OU qui va bien, et comme j'ai un environnement de test et un environnement de prod, je recrée à côté le même groupe mais avec -test derrière. Et est-ce que si on a besoin de lire une configuration par exemple, il y a quelque chose pour faire ce genre de choses Lire une configuration par exemple, j'en sais rien, tu veux rendre paramétrable ton script pour que il s'adapte à n'importe quel domaine. Ça c'est pas forcément le bon exemple parce que le nom de domaine, je pense que le domaine tu peux le récupérer assez facilement, j'imagine, en PowerShell. Avec le DNS. Voilà, ouais par exemple, ou même peut-être il y a même une commande pour le. Mais en AD il y a une commande. Hein, voilà, mais alors j'en sais rien moi, les chemins par exemple, les chemins, tu veux les rendre paramétrables mais pas dans le script parce que tu veux pas que les gens ils soient obligés d'aller modifier ton script pour l'OU par exemple, le pass de l'OU. Ouais, ou ce que tu veux d'autre hein, mais oui tu rajoutes un paramètre ici hein. Non, mais justement pas un paramètre au sens quelque chose que tu passes en ligne de commande, mais plutôt quelque chose que tu peux garder parce que tu vas tout le temps t'en servir quand tu vas utiliser ce script là dans ton cas d'usage à toi. Par exemple, tu me files un script que tu as écrit, mais chez moi mon environnement il est pas le même que le tien parce que par exemple moi j'ai pas mes dossiers sur C, je les ai sur D, toi tu les as sur C. Tu utilises des variables d'environnement. Ouais, ok. Exemple, dans ce cas-là. Ouais, ok, pourquoi pas. Parce que là t'as accès à... Pourquoi pas. Voilà, t'as accès à tous tes variables d'environnement. Hein. Oui, heureusement. Toutes ces variables là, tu y as accès. Ça, pour le coup, c'est très à la mode Unix, hein, parce que c'est quelque chose qui se fait depuis tout le temps sous Unix. Quoi. Non, mais faut pas rêver, hein. Pour faire PowerShell, ils ont copié le bash. Hein, et ils l'ont fait en mieux, quoi, c'est tout. Ils l'ont fait surtout, comme je disais, plus tard, quoi. Donc forcément, heureusement qu'ils ont fait mieux. Quoi. Donc tu peux utiliser les variables d'environnement, mais en fait, la philosophie PowerShell, c'est vraiment de. Tu vois, typiquement, là, moi, je mets le pass en dur. Parce que je le mets toujours au même endroit. Mais la bonne pratique voudrait que le pass soit une variable quoi. Ouais, que tu passes dans le pass. Voilà. Le but c'est vraiment que tout soit en variable. Il faut que dans tes fonctions il y ait le moins de choses en dur possible. Bah ouais, c'est le principe, bien sûr. Mais comme dans donc voilà. Donc là, typiquement, je suis en train de faire un module. Donc comme le module Crescendo que tu as vu. Donc je suis en train de créer un module qui s'appelle PS Iris Next, parce que c'est le nom de la solution. Et je suis en train de mettre toutes mes fonctions que j'utilise pour ce module, pour gérer cet outil-là, dans un module. Ce module-là, demain, je peux le publier, à condition de changer un peu tout ce qui est en dur, hein, comme le pass ou le machin. Bien sûr. Je peux le publier. Si toi, tu as Iris Next et que tu es installé dans la même situation que moi, c'est-à-dire que tu as des groupes AD qui donnent des droits sur certaines bannettes de la solution de la GED, et tu peux utiliser mon module. Tu installes le module, hop, parce que moi je l'ai publié sur la PowerShell Gallery, et tu l'utilises quoi. Ouais, c'est sûr que. C'est aussi la force du truc, c'est que comme c'est communautaire, il y a énormément de modules qui sont pas faits par Microsoft. Hein. La quasi-totalité, la grosse partie des modules sont faites par des gens qui ont fait ça. VMware en fournit, Vim en fournit. Oui. Il y a les pros qui font ça. Ouais. Mais il y a Crescendo typiquement, c'est une personne qui l'a fait. Ouais. C'est pas un prestat, c'est pas un partenaire, c'est pas un machin. C'est une personne qui a fait ça parce qu'elle en avait l'utilité et elle le partage. Donc voilà, c'est. Et après tout ça, tout ce que tu vois là, tu vois par exemple, c'est du CI/CD. Hein. T'as du Azure Pipeline, t'as des bulles, t'as des machins, t'as des test pesteurs pour valider que ton module fait bien ce que tu attends ce qu'il fasse. Donc tu peux tester ton module pour dire je veux moi que toutes mes fonctions, par exemple, là, celle qu'on a vue, je veux qu'il y ait un synopsis. Donc ça veut dire qu'il y ait une aide qui explique ce que la fonction fait. Donc ton test ne passe que si t'as ça qui est présent quoi. Et j'étais en train de me demander quelle était la licence qu'il y a pour PowerShell, et c'est une licence MIT qui, sauf erreur de ma part, est une licence extrêmement permissive. Probablement assez open, une des plus permissives. Plus open. Ouais. Plus open que la GPL, qui pourtant est reconnue pour être permissive d'une certaine manière, mais contraignante pour d'autres. Donc voilà, donc tu vois, t'as les test pesteurs pour valider que ton module il fait bien ce qui est attendu à ce qu'il fasse, que
que si quelqu'un modifie ton script, ben quand tes tests passent, faut que ton script fasse toujours ce qu'il était prévu qu'il fasse, pas que ce soit cassé. Enfin voilà. Donc t'as toutes ces choses qui vont autour d'un langage de développement aujourd'hui, qui sont les tests de validation, les tests d'acceptance, tout ce qui est CI/CD pour builder les modules, les publier, les machins. Voilà, tout ça c'est des choses qui existent maintenant dans PowerShell quoi. D'accord. Ouais, bah oui, effectivement. Non, mais de toute façon, ce qui saute aux yeux quand on voit PowerShell, quand on le découvre pour la première fois, c'est qu'on a un peu l'habitude du développement en général, bah, on se rend bien compte que c'est inspiré de pas mal de choses modernes et que effectivement ça peut proposer des solutions à des problématiques effectivement quand tu dis que c'est un vrai langage, je comprends ce que tu veux dire, c'est à dire qu'on peut se passer de développer certaines choses avec mettons du Python par exemple parce qu'on peut tout à fait le faire en PowerShell et qu'il n'y a pas de raison de le faire en Python alors qu'on peut le faire en PowerShell par exemple. Donc là j'ai un autre module que j'ai appelé Push Tools, donc voilà, tous les petits outils que j'utilise tous les jours. Bah voilà, j'ai un truc pour approuver des updates sur un WSUS. Je lui passe la catégorie, quel update pour quel modèle, machin, hop, ça me les approuve, boum, le WSUS il est en ligne. Voilà, j'ai un truc pour tester si le file il est utilisé par quelqu'un ou pas. Est-ce qu'un file est lock ou pas. Enfin, ce genre de choses. Ça ressemble à quoi, tiens, ça? Ah, c'est pas compliqué, effectivement. Bah, tu vois, c'est de l'objet. Donc tu crées un objet hérité de la classe IOFileInfo. Ouais. Tu ouvres un flux de stream, tu open ton fichier et tu regardes s'il est disponible quoi. S'il est false ou true quoi. Tout simplement. Bah, tout simplement. Ouais, non, si, mais par contre, je comprends pas trop la ligne $false. Ah, c'est ce que tu renvoies. C'est ce que tu vas renvoyer. Il essaye de faire un stream là. Non, mais c'est d'accord, mais après, t'as if. Il essaye d'ouvrir le fichier. Ouais, ça jusque-là, d'accord. Et si le fichier est déjà utilisé, bah tu peux pas l'ouvrir. Ouais, mais. Il est déjà utilisé par quelqu'un. Donc du coup, le stream te retourne false. Ouais, là, mais... ça te retourne false ou true. Mais pourquoi en dessous de if, t'as $false et en else, t'as $true? En fait, il t'envoie pas false, il t'envoie s'il a réussi à ouvrir un stream sur ce fichier là quoi. Ouais. Ça j'ai bien compris, mais $false tu le mets dans quel but? Pour retourner ça à la fin du script, c'est ça? Bah oui, voilà. Parce que moi derrière c'est un test. Je fais test file lock en lui passant le pass et il me dit true ou false quoi. D'accord. Soit le file est lock, soit il est pas lock quoi. Et pour renvoyer, y a pas besoin de faire un return, tu fais juste. Non, ouais. Oui, bah comme en bash en fait. Oui. C'est la sortie qui sert de... Oui. Tu pourrais faire un return, hein, mais. Oui, mais pas obligé. Ouais, t'es pas obligé parce que finalement c'est ce que tu sors qui. Tu pourrais très bien renvoyer true et autre chose en plus. Ah oui. True false et puis je sais pas un message. Tu peux renvoyer un objet. Là tu vois normalement je dois avoir un return, voilà. Ah. Mais t'es obligé de renvoyer un objet? Non, t'es pas obligé. Non, tu peux renvoyer ce que tu veux. Ouais. Ça dépend ce que toi tu veux faire de ton. Là l'avantage c'est que moi là par exemple c'est un script qui me récupère toutes les VM que j'ai sur mon Hyper-V et sur mon vCenter et qui me renvoie un objet avec la liste des VM. Et les VM sur Hyper-V et vCenter, quand tu récupères les VM, elles ont pas les mêmes infos. Pour savoir si elle est allumée, c'est powered on sur VMware et c'est un autre paramètre sur Hyper-V. Donc moi je formate tout pour que tout soit au même format, pour que je puisse après l'exporter dans un Excel et puis le traiter ce fichier quoi. Ah, il faudra que tu me partages ça. Alors Hyper-V je m'en fous un peu, mais par contre ça m'intéresse de voir les fonctions pour... En Hyper-V c'est running le statut. Ouais. Donc en fait moi je le remplace par on. Et pareil sur VMware c'est power on. Donc c'est powered on, bah moi je le mets juste en on ou off. Du coup mon objet il a off, on, que ce soit VMware ou Hyper-V. Mais comment tu récupères par contre la liste des VM en VMware par exemple? Bah là en VMware, get VM tout simplement. Ouais, mais par contre donc le connect VA serveur, tu lui passes quoi? Credential? Bah mon vCenter, mon ordinateur vCenter et mes credentials quoi. Et credential t'es obligé de remettre si c'est ton compte à toi, t'es obligé, enfin le compte de l'utilisateur, t'es obligé de le refaire hein, ou tu peux passer en mode moi, SSO? C'est automatique si le compte avec lequel tu lances ce script a les droits d'aller se connecter au VM et de récupérer les infos. D'accord, c'est automatique, ok. Si ton compte a le droit. Voilà, moi mon compte là sur la machine c'est mon compte utilisateur du domaine, basique. Par contre mon script je le lance avec un credential admin pour m'y connecter. Mais du coup tu es obligé de le remettre à chaque fois par contre. Oui. Ouais. Bon, ce qui est en soi normal hein, pour la sécurité. Hein. Ça fait juste partie de mes paramètres. Hein. Voilà, je lui dis je veux un paramètre de type PS credential quoi.
Ok, Ensuite, ok. je me connecte à la machine et puis je fais un get VM. Et je regarde tous les noms qui ressemblent à SRV quelque chose parce que chez nous ça veut dire que c'est du serveur. Et hop, voilà. Et puis je fais mon objet. Et on est d'accord que le snippet ou le commandlet pour VMware, tu l'as installé sur ta machine parce que. Ah oui, oui. Oui, voilà. J'ai fait un. Alors, je sais pas, je l'ai peut-être pas géré ici. Mais c'est un install module VMware, je sais plus comment il s'appelle, les composants quoi. Et il y a juste besoin de l'installer le module Ah oui sans installer rien d'autre. Ah non, non, juste le module. Ok, ok, parce que j'ai pas besoin jamais d'avoir- essayé, hein, donc T'as pas besoin d'avoir VMware sur ta machine pour. je m'en doutais, c'est pas- mais j'ai jamais essayé, donc. T'es pas obligé d'être sur le vCenter pour lancer ce script là. Je peux le lancer de cette machine avec juste les modules VMware d'installer quoi. Putain, tu me rends pas service là, je vais être obligé de pas dormir très tôt ce soir, hein. Je vais jouer avec ça. Hein. Ouais, Et je là, vais bah jouer voilà, avec t'avais ça. ton fameux export des get à des groupes members, machin. Et tu crois que ça existe pour Proxmox des commandelets attends, on va voir. Bah, un module Proxmox, hein, tu cherches. Hein. Tu le chercherais comment d'ailleurs? Tu utilises quoi comme mot-clé pour ce genre de choses? Ou t'as un site Module. Non, bah je fais module PowerShell? module PowerShell Et on a dit comment ça s'appelle Proxmox. Proxmox. Ah, il y a des trucs, ouais. Proxmox CLI, voilà, t'as des trucs. Ah ouais. Proxmox PowerShell CLI quoi. Et alors tu fais juste un port de ce que je vois pour le. Ah non, il faut que le dépôt quand même. Donc Bah, ça dépend si le module est publié ou pas. ouais, donc il est pas publié a priori celui. Ah bah c'est le tien là, peut-être. Ah non, c'est celui que j'ai aussi. C'est celui que j'ai trouvé Regarde, aussi. PowerShell, alors ce qu'il faut connaître c'est PowerShell Gallery. Bon bah finalement tu as presque fait une petite présentation de PowerShell, tu vois, mais Voilà, la PowerShell Gallery. Donc c'est là où quand tu publies un module, c'est là où tous tes modules sont publiés. Normalement tu dois avoir un FRPSUG module, qui est le module que je publie pour avoir un template de développement de module justement. D'accord. Ça c'est c'est un de mes modules à moi que j'ai fait qui permet de déployer, de créer tout ça quoi. La structure de ton dossier de travail, tout ça là. Ok, ok, ouais, parce que ça. Qui permet de faire tout ça automatiquement en répondant à quelques questions. Quoi. Ok, Donc ok. la PowerShell Gallery, c'est là où tu peux chercher s'il y a un module qui est publié ou pas. Donc on peut chercher Proxmox par exemple. Ouais, bah pourquoi pas, ça peut être mieux que d'ailleurs. Ah, bah il y en a un. Voilà. Là. Bon après il est pas beaucoup téléchargé, hein, 400... Ouais, bon. 497 fois, donc c'est pas forcément, mais voilà. J'ai Donc pas après, trop de bah, il notion de si c'est beaucoup ou pas. Tu vois, installe module, hop, tu fais ça, boum, tu Et on installes. peut voir qu'est-ce qu'il y aura dedans là. Bah, on pourrait aller voir sur le site, mais on va faire plus simple, on va faire ça. Ouais, mais après tu feras comment pour savoir qu'est-ce qui faisait partie du module? Alors il va nous montrer Ça ça. va prendre un peu de temps, hein, parce que... Ah, attends, je vais le faire en parallèle. Chez moi, ça devrait aller plus vite parce que j'ai rien dans mon. C'était quoi Non mais c'est pas une PowerShell question Gallery de truc. Là c'est juste le temps qu'il trouve la connexion chez moi parce que j'ai de la fibre mais c'est pas non plus C'est de la fibre Wish. c'est de la fibre Wish ouais. Alors, des prox. Voilà, là il est installé mon module et après quand tu veux savoir quelles sont les commandes de ce module, bah tu fais un get commande moi module. Eh bah y a rien dedans quoi. Alors c'est juste une API alors en fait. C'est pour ça que Ouais, je me vraiment. demandais s'il y avait Ouais. une espèce de description ou une forme de. Ouais, bah il y a un Alors site. après souvent ce qu'il y a c'est le projet site hein, tu vas sur le projet site. Ouais, mais bon, il y a de fortes chances qu'il soit pas très. Ça te renvoie vers GitHub et là t'as toutes les infos quoi voilà. Alors, mais pourtant, il a l'air d'avoir. Ils disent. Il y a tout des. Machin, utility, machin. De toute façon après moi je regarde là hein, souvent PSM1 voilà ça c'est le module. Et alors 4 jours, donc peut-être qu'il l'a juste pas push sur le dépôt. Il est peut-être sur Git, mais pas publié en entier. Ben, s'il est là, c'est qu'il a été. Tu sais, le gars il le valide peut-être pas sur son. En tout cas, voilà. Alors, tu vois, il fait des classes, lui. Il travaille qu'avec des classes. On peut faire des tickets, des responses, machin. Ouais, ça a pas l'air. Ouais, il y a des fonctions connect PW cluster par exemple. Bah ouais, c'est bizarre que tu l'as pas trouvé. Alors c'est pour ça que je te dis peut-être que cette version qu'il a publiée, enfin celle qui est sur Git est beaucoup En plus tout cas, complexe. là, t'as des trucs, tu vois, t'as connect PW cluster, invoque PVE REST API. Enfin, il travaille comme beaucoup avec les API. Hein. Ok, bah je regarderai. Mais en tout cas, voilà, t'as des modules quasiment pour tout. Hein, franchement. Mais est-ce qu'il y a un module qui fait le café? Parce que c'est la question habituelle quand même. Non, il n'y a pas de module qui fait le café.
Et encore, c'est possible que des machines connectées, je n'en connais pas, mais déjà je ne bois pas de café, donc ça va pas nous aider. Mais dans les machines connectées, peut-être qu'il y a des gens qui ont développé des modules. Ah, je dis Donc ça. voilà, typiquement là, cet exemple-là, bah, il prend tous mes comptes AD, il les formate dans un tableau qui vont bien dans un format spécifique pour les envoyer vers un prestataire qui lui après fait du mailing, du phishing, de test, ce genre de conneries, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est tout le truc que j'utilise. Voilà, quand je cherche un user sur un RDS, pour savoir sur quel RDS il est connecté. J'en avais marre d'aller sur la console management RDS machin. Bah je me suis fait un script qui scanne tous les RDS et je lui passe juste un nom. Je lui dis bah find user RDS moi name Laurent et il me sort tous les Laurent et sur quel serveur ils sont connectés, quoi. Ouais, bah. Après je teste écoute, des nouvelles façons d'écrire les paramètres machin. Après pareil, j'évolue au fur et à mesure que j'écris mes scripts, hein. J'apprends aussi au fur et à mesure, donc. Logique. Bah, de toute façon, comme tout, hein, c'est en pratiquant qu'on s'améliore et qu'on apprend des choses. Et c'est pour ça qu'il faut jamais perdre une occasion ou un prétexte, des fois. Bah, souvent on me demande sur le French Passenger Group, les petits jeunes qui débarquent, ils disent mais est-ce que vous avez des ressources pour apprendre machin. La première chose, c'est que tout ce que tu as à faire sur Windows, que tu peux faire en graphique, force-toi à l'écrire en ligne de commande. Ouais. Et déjà, t'apprendras comme ça, quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Alors, J'avais besoin de créer un nouvel utilisateur. Bon, bah, allez, new AD user, comment ça marche. J'avais besoin de créer un nouveau computer, j'avais besoin de récupérer des infos, j'avais besoin de machin. Hop. Et je me force à faire ça, quoi. Après, je comprends leur question et il y a quelques jours encore, je me suis demandé quelle était la bonne approche, mais c'est pas si évident que ça de proposer des idées de projets intéressants. Quand je dis intéressants ou motivants plutôt, souvent tu le trouves toi-même ton propre ce truc qui te motive, mais malheureusement quand tu le trouves pas, le filer à quelqu'un d'autre, c'est pas évident en fait. Ouais. Donc là, tu vois, une notion pareille qu'on a en développement, c'est la portée des variables. Ouais. Bah ça c'est normal, c'est classique. Et ben ça existe aussi en Bash, tu vois, la portée des variables. C'est un vrai langage Bash. Mais non. Dans Donc une, voilà, une variable dans une des... fonction ne peut ne pas être visible en dehors de la fonction, ce qui est le principe, mais elle peut aussi l'être. Donc c'est possible. Après, t'as plein de... Et t'as des modules super marrants aussi, tiens, typiquement, c'est ça. Ça retire les secrets? Ouais. Mais en secure string, quoi, donc tu le vois pas, quoi. Oui, bien sûr. Donc dans un script, bah tu peux faire enter PS session, bah là par exemple, tu vois. Hop. Je veux me connecter à distance sur le PC qui s'appelle port et je veux utiliser le screen shell qui s'appelle phsadmin dans mon secrets, quoi. D'accord. T'as plus besoin du coup de retaper tes mots de passe à chaque fois que tu lances ton script. Oui, bien sûr. Ton secret, il le connaît, quoi. Ouais. Alors il faut ouvrir ton Vault, hein, au moins une première fois là. T'as un secret pour le Vault, un secret master que tu dois mettre une première fois, puis après une fois que ton Vault est ouvert, il est accessible, quoi. Oui, en gros ils ont intégré un... Alors, on va le dire comme ça, un key pass intégré, même si ça... C'est ça. Et tu peux... En fait, Secret Manager, c'est pas mal. C'est typiquement, moi j'utilise... Tiens, attends, est-ce qu'il existe... Ouais, justement, est-ce qu'il existe des... tu peux récupérer depuis Bitwarden? Oui. Ah, bah voilà. Tu peux récupérer LastPass, Bitwarden... Bah, ça m'intéresse du coup, je vais jouer après à me connecter à mon Proxmox en utilisant le credential issu de mon Bitwarden. Oui, moi je sais ce que j'utilise, moi. Et j'ai un module pour ça, alors j'imagine. Là c'est juste j'ai un secret, un vault qui s'appelle MySecret qui est local à mon Bitwarden, mais je pourrais créer un vault qui serait en fait un accès à mon Bitwarden. Il faut installer l'API Bitwarden par contre, hein. Mais par contre ça sera quand même du secret d'info alors. Ça fournira quand même tu utiliseras quand même un secret d'info, mais il ira taper dans Bitwarden. En fait tu peux lui dire get secret et tu l'appelleras comme tu veux, par exemple Bitwarden par exemple, get mais secret moins vault. Ouais, et tu dis... Tu l'appelles Bitwarden Vault par exemple. Mais j'imagine que si t'en as qu'un seul, de toute façon il prend celui que t'as. Il y en a un défini par défaut. Ah ok. Voilà. Donc ce truc est pas mal. Ah ouais, bah tu vois, en peu de temps, tu nous as donné plein de trucs intéressants à expérimenter. Ça c'est pas mal aussi quand tu veux automatiser, comme tous tes mots de passe sont là, t'as pas besoin de t'en rappeler, quoi. Donc, quand tu fais comme moi beaucoup de lignes de commande parce que je fais du script,
mais je passe quand même beaucoup plus de temps sur la console ici à faire des Enter PlayStation pour me connecter à distance, pour faire des get Windows Update, pour voir si le poste a bien été mis à jour, avec les bonnes trucs, les bons machins. Donc du coup, bah voilà, mon secret, j'ai pas besoin de le mettre en permanence, quoi. Oui, parce que alors comme dit, moi les Windows c'est un monde que je maîtrise pas super, mais tu peux si t'as une machine distante lui demander, enfin quelle serait la façon depuis cette machine là de demander par exemple à ma machine, bon qui serait sur le même réseau parce qu'on va pas non plus se compliquer la vie, d'aller connaître les si elle a les dernières updates par exemple, enfin si elle est à jour. Ah ok, Ça, ouais, bah avec du je sais pas comment s'appelle WSUS. le module, hein. Ouais. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Hein. Ouais. Et voilà, en fait, tu invoques une commande vers ce computer name là, Ouais. et dans cette commande, tu lui dis fais-moi ça. Et il s'identifie Et tu comment peux bien sûr à l'autre PC credential, Ah ok. lui dire get secret. Ouais, mon compte AD par exemple. Voilà. Ah ok. Là, il va essayer de te connecter avec mon secret PHSadmin sur le computer test, et il va essayer il va lancer la commande get WSUS update et il va me renvoyer le retour. Mais il faut ouvrir quelque chose côté poste de travail ou ça va WinRM. Ah ok. Ça passe sur du WinRM. Ouais, je connais pas WinRM mais ok. Ouais. Ça... C'est le protocole Microsoft Windows Remote Management en fait. Ouais. Donc il faut autoriser sur tes clients à certaines. Alors, faut pas se leurrer, hein. 99,999% des gens configurent pour que WinRM soit avec ce qu'ils appellent étoile. Hein. Le wildcard, c'est que tout le monde peut se connecter à la machine distante. Ouais, ok. Mais tu peux le sécuriser en disant bah non, moi je veux que certaines machines d'un sous-domaine, d'un sous-réseau, ou qu'une machine en particulier, je pourrais très bien dire je veux que ma machine à moi, avec mon IP à moi, que la mienne puisse aller interroger une machine à distance. Voilà, tu peux sécuriser. Mais comme dit 99% des gens mettent WinRM étoile, hop. Ah bah du coup, tu vois, la sécurité tu t'y attasses finalement. Bah t'as pas trop le choix. Bah si, t'as toujours le choix, mais c'est pas toujours un bon choix. Donc voilà, donc là tu peux faire ce genre de truc pour aller interroger le serveur, le PC test, et lui dire bah renvoie-moi les updates que t'as installé quoi. Bon, heureusement que tout ça s'est enregistré, comme ça je pourrais regarder au ralenti parce que là ça allait assez vite, mais c'est intéressant. Merci en tout cas pour cette petite initiation. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions. Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si vous voulez parler d'autre chose. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord bien sûr. Sur le Discord, hein, si vous, bien sûr. Et dans si vous avez encore des questions. Ouais bah ouais. Et ouais bah c'est intéressant. Non mais pour HL, moi ça fait 6 ans que j'en fais maintenant. Donc ça fait 3 ans que qu'on a créé le French Power User Group, ou 5 ans qu'on a créé le French Power User Group, donc je suis co-créateur de ce groupe là, et je suis co-animateur du MTG Strasbourg aussi maintenant. Donc ça t'as dû le voir sur Twitter je pense. Mais c'est quoi de nouveau ça? Alors le MTG c'est le nouveau branding de tout ce qui était les MUG avant, les Microsoft User Group. D'accord, ok. Donc c'est plutôt des groupes basés sur les technologies Microsoft. Par définition. Principalement des développeurs. Hein. Ok. C'est principalement du développement. Et du coup, bah, on s'est réunis avec les membres actuels du MTG, et je leur ai dit, bah moi ça m'intéresse de faire un groupe sur Strasbourg qui fait plus de l'Ops et du DevOps. Puisque c'est plus, typiquement l'automatisation c'est une des tâches du DevOps. Hein. Bah oui, carrément. Et bah ils ont dit, bah attends, rejoins-nous dans le groupe, et comme ça nous rapportera à nous le dev, le côté Ops quoi, qu'on n'a pas quoi. Donc voilà, donc si vous êtes sur Strasbourg et que vous voulez nous voir, MTG Strasbourg, vous nous retrouverez quoi. Oui d'accord, mais ça fonctionne comment? Il y a des rendez-vous réguliers? Il y a des rendez-vous, il y en a un mardi prochain sur comment programmer un chatbot pour commander des pizzas. Ça intéresse tous les développeurs. Il faudrait commander le café avec, histoire qu'on puisse revenir sur mon truc d'avant. Comme ça... C'est probablement possible, je sais pas comment c'est, mais voilà. Bah, est-ce qu'il y a du café en livraison d'ailleurs? Il y en a un mardi prochain, le 7 à 18h30 ou 19h30, je sais plus. Je suis en train de regarder à Epitech à Strasbourg. À Epitech, et ça se passe donc en physique puisque c'est à Epitech. C'est ça. Ok. Et on revient en physique maintenant vu qu'on a le droit. Pour l'instant en tout cas. Donc autant en profiter. Ok. Bah merci beaucoup pour tout ça, et puis bah je sais pas si d'autres personne n'a réagi, donc je pense qu'on n'a plus de questions pour ce soir, et donc bah je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois, mais en tout cas on a fait peut-être des aventures que d'ici là nous aurons vécues respectivement sur PowerShell entre autres, mais peut-être sur d'autres choses d'ici là, qui sait. Chaque semaine je découvre de nouvelles choses. La semaine dernière on a
D'accord. Ah, ça donnerait presque envie d'y aller, tu vois. Ben, t'es le bienvenu, hein. Ouais, mais le problème c'est le temps, on peut pas tout faire quoi. On a qu'une seule je vie, sais bien, quoi, mais, donc. ouais. Et tu t'es planté, c'est la plage digitale, c'est pas Epitech. Ah, bah, c'est le prochain qui est à l'Epitech, en fait. Ouais. Ouais, d'accord. C'est le prochain, parce qu'il y en a encore un la semaine d'après qui est à l'Epitech. Ok. Ouais, et bah ouais, non, mais c'est pourquoi pas. Alors, et c'est en PowerShell, non, pas spécialement. Ah non, eux, c'est plutôt du .NET, hein. Ok. Donc c'était un chatbot parce que ça utilisera tout ce qui est intelligence artificielle dans Azure peut-être. Et bah, tu veux que je te dise, j'en sais rien du tout. Ah non, parce pourquoi il y a marqué Microsoft plus Google Edition, donc il y aura peut-être un peu de. Ok. Donc voilà, le prochain qui sera l'Epitech, c'est celui-là. C'est un retour d'expérience de Haguerre, parce qu'eux utilisent de l'IoT sur Azure. Enfin, toutes les infos de leur système IoT sont remontées sur Azure pour les compiler, pour avoir des infos. Et ils vont nous faire un retour d'expérience. Vraiment, là, c'est vraiment du pratico-pratique, hein. C'est des gens de chez Haguerre qui vont venir nous parler de comment ils ont mis ça en place et comment ça fonctionne, quoi. Ça, c'est pas mal aussi, comme je pense que ça va être sympa. Parce que là, c'est vraiment pratique. C'est pas du théorique, hein. Si tu veux bien m'envoyer tout ça à un moment, je suis preneur. C'est toujours intéressant. Mais on en apprend tous les jours, hein, comme on disait. Et puis la semaine dernière, par exemple, pour ceux qui ont loupé le live, on avait parlé, entre autres, de SSO et tout ça à travers des solutions comme principalement Keycloak, que j'ai pas encore eu le temps de tester entre temps, mais c'est toujours en projet. Ouais, ça j'ai pas. Ah oui, mais on peut les voir sur la chaîne YouTube, les replays. Alors celui-là, on l'a pas encore mis dessus, et d'ailleurs, je me demande si je l'ai téléchargé. Ça m'intéresse le SSO, moi. Ouais. Bah oui, c'est toujours utile. Alors par contre, on a effleuré le sujet. Peut-être que j'ai pas posé toutes les questions à notre spécialiste du moment, mais il reviendra, je l'imagine, avec plaisir. C'était alors si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à interroger. Alors c'était Thomas, je crois, que je dis pas de bêtises. Et oui, c'est Thomas qui est vraiment très pointu sur le domaine. On a regardé nous des côtés SSO aussi chez nous en interne, hein, pour essayer de mettre des trucs en place. On s'est jamais vraiment décidé sur une solution encore. Et ce serait intéressant d'avoir au moins un avis comme ça. Enfin après, tout dépend de quel côté tu regardes aussi, parce que il y a d'une part le produit qui te fournit le SSO, on va dire, et la cible de ton SSO, c'est-à-dire qu'est-ce qui va consommer le SSO, on va dire. Oui. Voilà. Et suivant le cas, évidemment, vu qu'il y a plusieurs normes et plusieurs protocoles, entre autres, il y a OAuth, il y a SAML. Et il y en a d'autres. AD fournit l'essentiel en Active Directory, fournit déjà. Avec Azure AD maintenant en plus, oui. Et même sans, j'avais regardé, tu peux faire du SAML avec un Active Directory standard. Hein, c'est juste qu'il faut peut-être une version 2019 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, s'il te faut 2019, il n'y en a pas, c'est 2016 alors. Ah, ou 2016 alors, pardon, autant pour moi. Parce que Windows Server 2019 et 2022, ils ont pas fait de montée de version de l'AD, quoi. Ah non, mais c'est pas pour ça que le produit en lui-même et le service. Ah oui, tu parlais de l'OS, toi, tu parlais pas forcément du niveau de forêt. Non, pas le niveau de forêt, parce que c'est pas la forêt ne joue pas sur ça en fait. La forêt contient juste les crédentials et les utilisateurs. Donc il n'y a pas besoin de la changer en fonction du protocole qu'il expose. Ce qui compte, c'est ce que propose le moteur Active Directory et les protocoles qu'il est capable de gérer entre guillemets. Et il me semble qu'on peut le faire avec en standard mais Osborne pourra nous confirmer. Je suis à peu près sûr qu'on peut le faire en standard avec les produits Microsoft. Maintenant, il y a des intérêts à utiliser des produits tiers. Entre autres, il est très à la mode d'utiliser des firewalls. Alors, j'ai plus le nom qui est exact, mais il y a des types de firewalls particuliers qui sont
qui sont dédiés à ce genre de fonctions, qui vont chercher du coup par exemple les identités dans un AD ou ailleurs, et qui vont les présenter à des applications et qui vont être en charge de sécuriser tout ça et de gérer un peu plus d'options de sécurisation, des règles par exemple qui vont bloquer les tentatives multiples, qui vont faire tout un tas de choses pour ajouter de la sécurité encore supplémentaire sur ce genre de choses, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Mais bon, ça, c'est un sujet que je maîtrise pas et que pour l'instant, je n'ai entendu personne m'en parler ici ou ailleurs. T'as parlé de OAuth, si vous voulez une bonne vidéo qui explique comment fonctionne OAuth 2, il y en a une sur la chaîne du DevFest Strasbourg, quoi. Ah, ok. Ils en ont parlé l'année dernière et la personne qui le présente très bien. D'accord. Et moi je connaissais pas trop OAuth et j'ai compris comment ça fonctionnait. Et je sais qu'il y en a eu une aussi sur le Devox de cette année. Je l'ai pas regardé parce qu'ils ont été un peu tarés, les gars. Ils ont sorti je sais plus combien. Ah oui, ils ont lancé le bundle, voilà. mais de 300 vidéos. Ouais, quand t'es abonné, t'es pas content hein, parce que ça a tout dégagé dans ton flux de... Ça a pipé de partout. Hein. Ouais, et puis ça donne pas entre guillemets envie de les regarder parce que ils ont balancé le bundle en entier d'un coup là. Alors je comprends leur raison, parce que je les ai interpellés sur le sujet sur Twitter, mais ils ont répondu bah oui, mais sinon après il y a X, il va dire bah ouais, mais la mienne elle est pas publiée. Moi j'attends la vidéo de lui, Alors je comprends, mais d'un autre côté pour les gens qui veulent juste découvrir le contenu, c'est un peu compliqué parce que du coup derrière la bonne façon, moi d'après moi, ça aurait été de les mettre tout en non répertorié et de les publier les unes après les autres. Ouais, oui, puis en plus ça fait du teasing. Et de les filer à ceux qui veulent pour qu'ils puissent les partager en tant qu'ils sont non répertoriés. Mais en tout cas, d'un point de vue abonné, de les publier au fur et à mesure, hein, une par jour ou une deux par jour. Ça permet de se rappeler aux gens comme ça, en faisant une petite publication toutes les semaines de Twitter, voilà, nouvelle vidéo en ligne. Bah, vu le nombre qu'ils en ont, ils pouvaient en faire deux par semaine. Hein. Oui. Sinon, ils n'arrivent pas à les accuser avant la prochaine édition. Hein. Ouais, c'est cool ces deux trucs. Le Devox et le DevFest, c'est deux événements vraiment sympas, quoi. Mais le DevFest, c'est à Strasbourg alors. Ouais. Ah bah, tu nous en reparleras quand ça sera le moment. Ben, c'est déjà planifié, hein, le prochain là. D'accord. Il est prévu. Alors, je sais plus, moi, je me suis déjà réservé la journée, mais. Et vas-y, je vais vous retrouver ça. Alors après, il y a peut-être pas beaucoup de gens sur Strasbourg, hein, donc ça va pas. Il y avait du monde, hein. Moi j'y étais l'année dernière. Non, mais je veux dire, qui nous regarde et nous écoute. Oui. Voilà, donc ça va peut-être pas intéresser grand monde à part moi, mais en tout cas, moi j'ai fait ma première game jam. Tu sais, événement où tu développes en temps limité ton. Oui, moi j'ai vu que tu avais fait ça, ouais. Et on a gagné un prix d'ailleurs. Bah c'est cool ça. Ouais. J'ai jamais fait ça moi. Franchement je recommande l'expérience. Après je suis bien tombé. Il faudrait que je refasse une deuxième pour voir si en fait si je suis juste bien tombé ou si en fait c'est toujours comme ça. Mais en tout cas je pense quand même que suivant l'équipe dans laquelle tu tombes et les conditions, parce que alors ce que je regrette un petit peu c'est la façon dont ont été construits les équipes, parce que ça s'est vraiment fait totalement à l'arrache, hein. Quand je dis à l'arrache ils ont dit bon bah maintenant construisez vos équipes, sauf que personne connaissait personne ou presque, donc pour construire une équipe c'est quand même pas assez. Ouais, mais il y avait pas une présentation des projets avant. Ah non, parce que justement tu viens, t'as pas de projet, t'as pas d'équipe, t'as pas de projet, donc ouais, c'est pas exactement dans la même idée qu'un hackathon alors. Ouais, enfin parce que moi j'ai fait un hackathon, en fait t'as les différents projets qui se présentent. Ils ont 1 minute ou 1 minute 30 chacun sur la scène principale. Et t'as déjà un chef de projet. Oui, c'est le mec qui présente le projet, voilà. Qui a l'idée quoi. Ouais. Et ensuite toi tu choisis d'aller dans le projet qui t'intéresse le plus. Ouais, c'est vrai. Bah non, ça fonctionne pas de cette manière-là, et du coup ça complexifie un petit peu le truc, mais malgré tout ça fonctionne. Ouais, t'es un peu à l'aveugle, hein. C'est au hasard. Hein. Ouais, c'est au hasard, mais bon, comme dit, j'ai discuté avec deux équipes qui étaient en construction. J'ai fait le choix un peu pas au pif, mais au feeling, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait une des deux équipes, celle où je suis pas allé, qui voulait utiliser un outil de développement de jeu dont j'ai oublié le nom, un moteur de jeu qui est pas très connu, enfin moins connu en tout cas que Unity et Unreal. Moi, je voulais vraiment découvrir un peu un des gros moteurs. Ah oui, c'était quand même
focus jeux vidéo quoi. Ah ouais. Bon, après il y avait aussi du jeu de société d'ailleurs, il y avait aussi des créations de jeux de société, ça peut être fun aussi. Il y a un copain avec qui j'étais s'est lancé lui dans le jeu de société plutôt. Bon, pourtant il est dev, hein, il aurait pu faire jeu vidéo, mais il préférait sortir un peu de ça pour changer. Bon, il s'est un peu arraché les cheveux au final. Bon, nous aussi hein, on s'est arraché les cheveux, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et heureusement par contre que dans notre équipe on avait quelques personnes expérimentées. Ouais, moi j'en ai fait qu'un des hackathons et ça s'est très bien passé aussi, on s'est bien marré. Ouais. T'es dans une bonne équipe, mais c'est vrai que c'est plutôt, ouais, c'est pareil, tu vas sur un projet mais tu connais pas les gens donc. Non, peut... alors ne pas connaître les gens c'est un premier problème, mais si en plus tu connais pas les technos, alors là, et c'était mon cas, et pourtant ça s'est bien passé quand même. Non mais c'est là qu'est l'intérêt, c'est que tu apprends un nouveau truc. Ouais, c'est ça. C'est moi, c'est ce que je cherchais. Le hackathon, moi j'y suis allé pareil, j'ai développé sur des trucs que je connaissais pas. Hein. Ouais. Et alors c'est pour ça qu'il faut avoir idéalement quelqu'un un peu d'expérimenté et capable de coacher un peu les autres en disant bah écoute t'as qu'à faire ça. Pour faire ça, grosso modo, il va falloir que tu fasses comme ça. C'est le côté, c'est le truc du pseudo chef de projet dans le hackathon, c'est à lui de monter son équipe quoi. Ouais, bah là c'est. Là il me faudrait un dev un peu plus costaud qui soit capable de manager les développeurs, enfin voilà. Bah c'est là où je trouve que ça manquait un peu, c'est que il aurait fallu qu'il y ait en amont une identification de gens qui sont capables de manager un projet, mais manager au sens ou au moins d'identifier les compétences de chacun un minimum, parce que là même savoir qui est graphiste, qui l'est pas, qui fait du son, qui fait du dev, c'était pas très clair, et même qui voulait faire quoi en plus, c'était pas très clair. Donc je souris un peu parce qu'il y a Hello qui vient de balancer les trucs sur le Discord comme quoi on pouvait faire plein de trucs avec le bash. bah, elle a raison, hein. Bash c'est bien, hein. Mais après ah bah attends, c'est intéressant, oui. Alors, mais pourquoi elle a mis ça dans cybersécurité par contre? Je sais pas. Heureusement qu'elle nous a tagué, sinon je l'aurais pas vu. Bien vu. Alors attends, bah on va quand même partager un peu ce qu'elle. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer de partager mon écran. Faut juste que je mette le truc sur le bon truc. Alors bash class. Ah donc on peut faire. Ah ouais, mais c'est bash plus hein. Ouais, je pense qu'il y a un peu de. C'est le bash 2.0 quoi. C'est le bash. C'est pas le bash de papa en tout cas, hein, ça c'est sûr. Alors, ok, on peut faire des. Alors ça ressemble vachement à du C, du coup, on peut faire des types def avec des structures. Ouais, mais je pense que c'est pas du vrai bash. Hein. Ah bah attends, non, attends, c'est un exemple qui parle de C justement. Extending bash. Constructor. Donc là, il y a une fonction. Ah bah tiens, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans PowerShell avec la syntaxe en 2 points. Bon, par contre, on a toujours des évals, des strucs, des machins. Ok. Ah, ça ressemble pas mal à ce. C'est illisible. Le troller. Je peux être de mauvaise foi, mais c'est illisible son truc. Ah, mais des try catch aussi, tiens. Attends, on va voir ça. Alors, how to catch and handle errors in bash. Yes, pourquoi pas. Alors, tac. Ouais, mais quand je dis ça, ça me fait penser à mes premiers scripts en basique avec des go-to partout, quoi. Ouais, en fait, c'est de la triche, quoi. C'est pas du try catch, c'est juste. Mais non, c'est juste comment gérer les erreurs, tout simplement. Ah, si, attends. Fonction try, ouais, ok, ouais, bon, enfin, c'est un peu de la triche là. Fonction catch, ok, tu redéfinis une fonction catch, ok. Ouais, non, mais c'est ce qu'on disait aussi. Ah, ouais, d'accord, mais c'est drôle. T'as vu après ce que ça peut donner? C'est ce qu'on disait au début, tu peux le faire, mais tu te fais chier, quoi. Ouais, en fait, le gars il s'est développé son try catch. Bah oui. Et sous forme de libre entre guillemets, et après bon bah voilà, tu peux l'utiliser quoi. Oui, c'est ce qu'on disait avant, c'est que tu peux le faire, mais voilà, tu te fais c'est un peu plus touchy quoi. Ouais, c'est ça. Après, et puis après, du coup son try catch, tu peux le récupérer là, sa fonction try catch et l'utiliser en tant que module. S'il l'a publié, ouais, c'est cool quoi. Pas en tant que module parce que ça existe non, en tant pas. que module, mais je veux dire, tu peux le sourcer comme il l'a fait lui. Ouais, c'est ça. Tu télécharges le script, tu le sources et tu peux l'utiliser quoi. Ouais.
Ouais, non, mais après, voilà, c'est Non, pour mais ça ce que que je disais au début, tu peux, mais tu te fais chier, c'est pas prévu nativement. Non, mais tu sais, par exemple, il y a des gens qui ont fait des. Alors, je sais plus quel projet dingue j'avais entendu parler en Bash, mais entre autres, un gars qui a fait pas un navigateur, mais un serveur web entièrement en Bash. C'est possible, tu vois, de faire un Oui, serveur oui, web. mais comme dit, tu peux tout faire, c'est ce qu'on disait au début, mais c'est pas natif, c'est pas prévu pour quoi. C'est C'est la limite de la bidouille quoi. Bah clairement, bah après c'est un peu le principe quand tu fais du code quand même, hein, c'est d'utiliser un outil pour en faire ce que tu as besoin, hein, ça reste ça le... C'est pour ça que on a souvent le débat, enfin il y a souvent le débat de quel langage utiliser, quelle techno utiliser. C'est pas toujours un bon débat parce que enfin un bon débat. Parce qu'en vrai, en fait, tu peux toujours trouver un moyen d'arriver à ce que tu veux faire avec ce que tu veux, c'est juste que ça va être plus ou moins rapide ou plus ou moins chiant. Dans le chat parce que tout le monde n'est pas forcément sur le Discord. Bien vu. En tout cas, merci pour le partage, Hello. Et puis, on essaiera. Alors, ouais, les liens. Avant de quitter, je vais relever tout ça pour mettre sur la rediff. Et puis voilà. Ouais, parce qu'on peut après le remettre dans la description. La description YouTube aussi. Voilà, c'est ça. Bon bah, en attendant, du coup, on va se quitter, du coup. Bah oui. Parce que c'est pas que demain on va tous travailler, mais voilà quoi. Ouais, faut pas me lancer sur PowerShell, moi je peux y passer la nuit. Ouais, et puis de toute façon, t'as encore un peu de PowerShell à faire ce soir, n'est-ce pas? Ah non, mais là, non, plus maintenant. Ah, t'as fait ton heure de PowerShell déjà? C'est bon? Ouais, bah j'ai bossé 3 semaines, là, c'est pour ça que j'étais pas beaucoup là, sur DSC que je vous ai déjà présenté, dans laquelle je vous ai déjà parlé, le DSC Configuration. Et j'ai fait toute une configuration pour déployer des serveurs de Remotap par exemple. D'accord, ok. Là, je déploie mes serveurs de Remotap automatiquement, je fais de la config as code avec DSC quoi. Ok. Là, ça roule maintenant. 3 semaines de boulot, mais ça roule. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Bah ouais. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir répondu merci présent. à toi. C'était intéressant, moi j'ai adoré. Et j'espère. N'hésite pas si t'as des questions. Ah bah ça, j'hésiterai pas, t'inquiète pas. Et puis si vous avez des questions sur Bash ou sur autre chose, bah n'hésitez pas à interroger Hello ou moi-même. Mais et Hello a l'air calé sur le sujet. Elle a l'air au taquet sur voilà. Bash quand même. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur d'autres choses, de tous les cas, rejoignez IT Monkeys et puis on est là. Bonne soirée à tous et bonne soirée à tous, merci. À jeudi prochain. Prochaine. Voilà. Ciao.